Auditeurs, heureux de vous retrouver dans l'émission Le Cercle des journalistes de ce mercredi 30 septembre 2020. C'est vrai que mercredi dernier, pour raisons professionnelles, nous n'étions pas ensemble, mais aujourd'hui, nous allons donc très vite remblayer ce vide. C'est pourquoi, dans notre émission cet après-midi, comme d'habitude, nous allons démarrer par l'écho de nos communes. La commune Golfe 4 à Lomé, bien évidemment, de Jean-Pierre Fabre, qui en est le maire, lié d'amitié avec l'Allemagne. Vous savez tous que l'Allemagne est en train de travailler dans le sens d'accompagner le Togo sur le plan de la décentralisation locale. Nous allons donc en parler dans cette émission. Le cercle des journalistes, on aurait aimé véritablement que notre envoyé spécial sur le sujet, qui n'est autre que Ernest Rodonus, il soit avec nous, mais pour des raisons personnelles et professionnelles, il ne sera pas avec nous cet après-midi. Alors, la bonne nouvelle, depuis le début de la semaine, déjà à partir de dimanche, c'est la nomination d'une femme à la tête du gouvernement togolais. Il s'agit de Victoire Toméga Sidemiro Dogbe, nommée première ministre du Togo. C'est historique. Alors, nous allons parler dans cette émission de est-ce qu'il y aura un changement dans la façon de gouverner ou de la façon de diriger le gouvernement togolais à la manière d'Obé quand on la connaît au ministère de développement à la base. Tout le monde a vu comment ce pays a bougé dans tous les sens par rapport aux différents projets, programmes qu'elle a lancés sur le terrain. Et voilà la première question. La deuxième question, alors comment est-ce que les Togolais ont accueilli la nomination d'une femme à la tête du pouvoir, du gouvernement? Quel bilan aujourd'hui peut-on faire de la primature de cet homme, Klassou Komi, l'homme de Ngotien qu'il vient de remplacer? Et puis, quelle appréciation l'on peut faire aujourd'hui des nouvelles nominations? Vous savez qu'avant la nomination de la première ministre, il y a eu deux autres nominations. Il y a Madame Johnson Aplamba, qui a été nommée ministre secrétaire général de la présidence de la République, et Kankan Nachaba, qui a été nommé ministre secrétaire général du gouvernement. Ensuite, nous allons parler Covid-19. On va faire le bilan au Togo et dans le monde. C'est vrai que c'est inquiétant, mais on va le faire quand même. Et puis, il y a les faits de société qui ont marqué notre pays depuis la semaine dernière. D'abord, un monsieur, un homme, qui brûle sa domestique. Quelle cruauté. On va en parler dans cette émission, le cercle des journalistes. Et malheureusement, on apprenait hier également qu'un homme, un monsieur paraissant 55 ans, s'est donné la mort à CB. Nous sommes toujours à Lomé, dans Golfe 7 que dirige Aimé Tchikounou, que nous connaissons très bien, fils du milieu. Alors, voilà les grands sujets que nous allons développer dans cette émission, le cercle des journalistes, mais également des quiproquos, de mésententes entre les forces de l'ordre anti-Covid-19 et les populations qui ne respectent ou qui ne respecteraient pas les mesures barrières édictées par le gouvernement, parce que vous savez, le gouvernement a rallongé la période d'urgence sanitaire dans notre pays. Voilà les grands sujets que nous allons débattre. Et nous, en studio, nous avons Yves Akusson. Bonsoir, Yves Akusson. Bonsoir. Bonsoir Tony, bonsoir auditeurs, auditrices fidèles de la radio-télévision d'État Santé. Voilà, en route va nous rejoindre dans ce studio le confrère Félix Anoumou Doussavi. Mais au-delà de Félix Anoumou Doussavi, comme d'habitude, nous aurons notre confrère Justin Anani en ligne de Lomé, qui va prendre part active à cette émission, le cercle des journalistes. L'affaire sportive est consacrée à notre ami Dela Haïté de Tchévier, qui donc également va nous donner des informations sportives dans cette émission. Au départ, bien évidemment, on aurait aimé véritablement démarrer par le côté Covid-19. Si tu le permets, Yves Akusson, on peut démarrer par là, parce qu'aujourd'hui, ce qui dérange dans notre pays, dans le monde entier, c'est Covid-19. Covid-19 parce que, aujourd'hui, le gouvernement de Klassou, le gouvernement qui a démissionné, a demandé encore une prorogation de 6 mois de l'état d'urgence dans notre pays, et on va jusqu'à mars 2021. Et ça veut dire qu'il y a encore des restrictions qui sont faites. Et vous savez qu'il y a la FOSAV, la force anti-Covid-19, qui est créée.
Mais on constate quand même que certaines populations, en toute sincérité, ne veulent pas respecter les mesures barrières, notamment le port de cache-nez. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, quand vous ne portez pas votre cache-nez dans un lieu public, surtout au marché, vous allez payer des amendes allant de 3 000 à 20 000. Ça, vous êtes dans des funérailles, c'est interdit de se rassembler de plus de 15 personnes. Les gens aujourd'hui exagèrent. Alors les forces de l'ordre de sécurité descendent, surtout la force anti-Covid, mais malheureusement on dénombre des morts. Par exemple, la semaine dernière à Niantougou, dans la préfecture de Doufelgou, dans le canton de Koka, il y a eu des morts, plusieurs blessés. On nous a signalé le 21 septembre dernier également des incompréhensions entre la force Covid-19 et les populations d'Aklakou et Tchavi. Ce qui est important, c'est que lorsque vous vous comportez en bon citoyen et que vous portez bien les casques, je crois que les forces de l'ordre de sécurité ne viendront pas. Et il va que ça. Non, mais ils ne viendront pas parce que vous êtes dans les normes administratives, ils ne viendront pas. Ils sont là pour notre survie, ça il faut le dire, parce que lorsque une population particulière est récalcitrante, il faudrait qu'il essaie de les remettre dans les normes, parce que Covid-19 est contracté un peu partout dans notre pays. Et si d'aventure, dans ces rassemblements, il y a ou bien une personne qui a été contaminée, il peut contaminer toute une nation à partir de là. Donc c'est pour cela, je crois, l'Assemblée nationale, le président de la République et les instances de notre nation ont décidé ensemble d'aider la population par des mesures dissuasives. Lorsque les gens ne veulent pas, comment dirais-je, respecter les distances, les gestes barrières et autres là, donc je crois que les policiers qui sont les garants de nos sécurités doivent agir pour faire régner l'ordre. C'est ça ce qu'ils sont en train de le faire. Donc on a vu cela à Boudrafort, on a vu cela à Vélé, on a vu cela partout au Togo. Donc malheureusement, nous déplorons des morts. C'est là le mal. C'est là le mal. Mais toujours est-il que lorsque nous nous mettons devant, ou bien nous voulons affronter la loi, des fois les résultats ne sont pas acceptables, mais c'est la loi et puis c'est difficile, c'est difficile. Je souffre avant de le dire, s'il y a des morts, c'est difficile, peut-être ça peut aller mieux si nous respectons les gestes barrières, je peux le dire, décrété par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, et repris par nos gouvernements, parce que la santé n'a pas de prix et c'est difficile de voir, d'éviter la mort, et après nous avons la mort, pour faire savoir aux autres que c'est nécessaire. Peut-être quelqu'un peut mourir pour une nation pour donner des leçons, peut-être quelqu'un peut mourir pour cette nation, un peu de trop, beaucoup de morts ne peut pas arranger la situation, mais nous sommes dans la contradiction. Est-ce que nous allons laisser cette personne qui est contaminée et nous contaminer tous? Est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, faire des mesures restrictives pour sauver beaucoup de personnes? C'est dans la contradiction dans laquelle nous, qui sommes les communicants... Voilà, à Koka, par exemple, on aurait annoncé qu'il y a eu des cérémonies traditionnelles dans une maison où il y avait trop de personnes. Alors, la FOSAP a estimé que ce n'était pas de nature à garantir la sécurité sanitaire des populations, et le virus peut circuler à tout moment. Quand on sait que nos frontières aussi sont poreuses, les gens peuvent quitter. On parle de Niantougou, donc Niantougou pratiquement un peu à l'est, même si c'est au nord du Togo, un peu collé au Bénin. Les gens peuvent quitter là-bas pour venir dans ces funérailles ou dans ces cérémonies qui sont fils d'Aouda. D'autres peuvent venir du Ghana, d'ailleurs ils sont nombreux là-bas également, comme des Togolais travaillant dans cette localité de l'Afrique, dans ce pays. Bon, on a peur, mais ce que l'on déplore aussi, c'est un peu
l'usage disproportionné de la force amenant jusqu'à la mort, parce que selon les informations que nous avons reçues auprès de certains confrères du Nord, surtout à Kara, ils disent que les forces de l'ordre et de sécurité sont intervenues avec des gaz lacrymogènes, mais malheureusement, les gaz lacrymogènes avec lesquels ils étaient arrivés étant finis, ils ont dû faire usage de balles réelles pour pouvoir dissuader la population. Or, les balles réelles ne dissuadent pas. Mais c'est une réalité, c'est pour cela que je me dis nous sommes dans la contradiction. Oui. Il faut dire aux auditeurs maintenant, c'est pas bon de respecter les gestes barrières. Ah non, Il faut dire aussi aux forces de l'ordre de ne pas sévir pour la santé de toute une nation. Donc nous sommes dans la contradiction. Lorsqu'il y a mort, nous déplorons les morts. Mais il faudrait que nous qui sommes la population, nous essayons de respecter ces gestes barrières et autres. Parce que je crois que la communauté d'organisation, je crois que c'est dans la préfecture de Dufelgou. Oui, dans la préfecture de Dufelgou. Voilà. Donc, la communauté d'organisation a essayé de sensibiliser la population avant la date fatidique, mais ça n'a pas été respecté. Et c'est ça qui a causé la mort. Que nous déplorons, nous déplorons nos condoléances les plus attristés à un Togolais de plus pour cette affaire de Covid-19, mais il faudrait que nous qui sommes des citoyens, lorsque l'État des mesures sanitaires décrète quelque chose, il faudrait que nous les respectons pour éviter tout ce que nous avons aujourd'hui comme morts et blessés dans les préfectures. C'est partout ailleurs. La fois dernière au niveau de la Goudrafort, lorsque les gens veulent affronter la loi a décidé de faire oui, justement, c'est un sujet très important qu'on doit aborder. C'est un peu partout, c'est un peu partout. Ça se fait. C'est un peu partout. Les gens n'ont pas voulu obtempérer par rapport au respect strict des mesures barrières dans la tenue, dans l'organisation de Kwanchonchon. À Goudrafort. Oui. Et à Nehor, heureusement tu rentrais de là-bas, tu me disais que là-bas, quand les gens eux-mêmes ont compris qu'ils étaient en faute, les forces de l'ordre étant arrivés, ils sont partis tranquillement. C'est ça. À Goudrafort, il paraît qu'il n'y avait pas eu de mélange parce que le vieux, permettez-moi le terme, Togbe Lankman a essayé de sensibiliser tout d'abord ses frères de sang, ses prêtres et prêtresses, et ça a été il a dit restez chez vous, je ferai le travail. Voilà, il a dit ça ici et je ferai le travail. Mais toujours est-il que le sang étant le sang spirituel, les gens sortaient d'un peu partout. La police a essayé de faire de son mieux. Cela ne veut pas dire que les désordres ont été totalement, je dis toujours, l'homme dans son entièreté a été toujours récalcitrant en matière de ce genre de choses, mais on a essayé de canaliser la situation la fois dernière. Mais ce n'est pas le cas au niveau d'Aboudrafort. Les gens ne se sont pas compris et puis ça a dégénéré. Ainsi de suite, au niveau de Akrakourechavi, au niveau d'Avélé, lorsqu'il y avait eu, je crois, il y avait la fois dernière, remise de décret à un chef d'enfant. Au retour, c'était pas... Anamé, voilà. Mais tout s'est déroulé tranquillement à la préfecture. C'est pour éviter cela, et puis les choses sont venues au niveau de la préfecture pour ne pas retarder le processus de remise de décret. Qu'est-ce qui s'est passé au retour? C'était pas facile. Donc beaucoup de gens étaient allés pour accueillir leur chef, le nouveau chef traditionnel. Alors ça pourrait se faire. C'est une question de joie, mais on parle aujourd'hui de Covid-19. On pourrait canaliser cela autrement. Donc tout cela réuni, il faudrait que la nation, au niveau sanitaire, comprenne que le pouvoir en place veut nous aider. On a compris quelques agitations au niveau de EPIP, où certains ont voulu encore titiller l'ordre établi en voulant faire des trucs parallèles, que ce soit à Glidi là-bas ou à Zola. Et on constate également dans la tenue de Kwanchonchon à Nehor, les choses sont bien déroulées, les autorités veillaient au grain.
Mais c'est le bémol, c'est justement à Boudrafort dont tu venais de faire cas, et malheureusement le cas des populations d'Anamé qui voulaient accueillir en liesse leur nouveau chef. Nous avons tout cela, nous centralisons les informations que nous avons ici, et les habitants nous aident aussi à avoir ces informations que nous vérifions avant. Tout à fait. Que nous vérifions avant. Il y a plus d'infos sur fake news. Donc on essaie de le faire. Radio-Télévision d'État Santé nous envoie toujours sur le terrain, tout le monde le sait, nous sommes des hommes de terrain. Donc ce qui se passe actuellement au niveau de Covid-19, il faudrait que les chefs de quartier, les leaders d'opinion, les radios sont en train de le faire, essaient de faire de leur mieux pour que ce genre de situation que nous déplorons aujourd'hui à Coca, c'est le Togo, c'est notre pays, c'est notre famille, donc ne se reproduisent plus, quoi. Donc nous sommes dans l'obligation en tant que communicants d'être dans l'embarras. Est-ce interdit aux policiers de ne pas sévir? Est-ce interdit aux gens de ne pas respecter la loi? C'est des choses, je me dis, c'est un couteau à double tranchant. Donc nous voulions. Oui. Je crois que nous avons Justin en ligne. Allô, bonsoir Justin. Bonsoir Marcel, bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, nous étions en train de parler justement de cet incident entre les forces de l'ordre et les forces de l'ordre FOSAP et les populations de Etiavi, et également les populations de Coca dans Dufelgo. Tout le monde sait qu'on a prorogé l'état d'urgence. Donc les gens ne respectent pas les mesures barrières. Oui, malheureusement c'est le problème qui s'est posé. Mais quand vous faites allusion à ce que vous appelez la barbarie policière, c'est ce qui s'est passé à Claco, Italie, comme elle a passé hier. Je crois que nous n'avons pas... La liaison n'est pas bonne. Vous êtes à moto ou en circulation? C'est la circulation. Je pense que je vais revenir plus calmement pour vous expliquer la situation d'un moment à l'autre. D'accord. On aurait aimé véritablement écouter ce qui s'est passé, avoir les informations. C'est vrai que ce week-end, nous n'étions pas, nous autres, à Claco et Tiavipeda. Comme vous y étiez, ça veut dire que la RTDS y était. On va en parler. Donc, des sujets comme ça sont des sujets sensibles, comme tu le dis. Nous ne pouvons jamais aller à l'encontre de ce que l'autorité dit, c'est-à-dire l'autorité dit tout d'abord l'OMS, les mesures barrières. Tout d'abord l'OMS. Après c'est le gouvernement qui a repris. Les gens ont du mal à respecter les mesures barrières. Les gens portent très bien le cache-nez. Vous êtes en voiture, vous êtes 3 ou 4. Tout le monde sait qu'en voiture, si on ferme les vitres, l'air ne va pas bien circuler. Si quelqu'un est porteur du virus, vous pouvez le prendre. Mais les gens s'entêtent à mettre le cache-nez sous le menton pour dire « moi je suis essoufflé, je n'arrive pas à bien respirer ». Mais pourquoi est-ce que certains exposent facilement leur vie comme ça? Il va que ça. Je ne peux pas dire que c'est de l'ignorance, mais des fois les gens se disent « est-ce que nous avons des morts dans nos familles? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est morte de ces genres de virus et autres là? » Les gens se demandent beaucoup de questions. Grâce à Dieu, nous vivons dans nos contrées les plus reculées, les hameaux les plus reculés. Dans certaines villes, nous n'avons pas eu de morts. Mais d'autres contrées, d'autres hameaux les plus reculés, il y a eu des morts là-bas. C'est au Togo. Il y a eu des morts à Lomé, il y a eu des morts un peu partout dans certaines préfectures. C'est une réalité. Il y a eu des bastonnades dans les lacs. Bien sûr. Notre maman qui a fait les frais à David Kemé. Voilà, mais ce sont des situations qui sont des situations isolées. Voilà. Préalablement, il n'y avait pas eu de sensibilisation. On n'avait pas bien sensibilisé la FOSAP. Voilà. C'est pourquoi, en général... le gouvernement a dû changer justement le commandement. Voilà. C'est pourquoi je me dis qu'il n'y avait pas eu de sensibilisation au niveau de FOSAP, au niveau de la communauté. Il n'y avait pas eu beaucoup de communication. Et lorsque cet accident malheureux avait été signalé, tout le monde était indigné. Tous les Togolais étaient indignés. Mais le gouvernement aussi a pris à bas le corps de changer automatiquement le commandement. Et le commandant qui était venu a commencé par sensibiliser dans les mosquées,
les communautés religieuses, les églises et autres, là, il a fait un peu le tour, même les syndicats et autres. Donc ça a donné un peu de visibilité dans ce que le gouvernement voulait faire, protéger sa population contre la maladie de Covid-19. Donc c'était ça. Donc de là, les radios, je crois, les communiqués au niveau de toutes les préfectures et les communes, même nouvellement créées, a fait de sorte que la population a été informée. Maintenant, est-ce que pendant les fêtes traditionnelles, il y avait eu au prime abord certaines communications au niveau du ministère de l'administration territoriale, au niveau des directions des cultes et autres, mais ça n'a pas été appréhendé, parce que c'est la première fois que l'homme togolais de la nation ne peut plus fêter comme il le faisait. Oui. Donc c'était difficile, mais il y a certaines personnes qui ont le courage d'accepter. Exemple à Bopozan, ça n'a pas été... Voilà, donc, on a vu l'exemple. À Toganizan, à Tado, on n'a pas fêté. À Izan, ont été des précurseurs, mais très vite, les gens se sont rétractés. C'est ça. À Djinoukouzan et les autres. Donc, je crois même que ici, a fait le PIP, voilà. A été également à respecter les mesures édictées par le gouvernement d'organiser quelque chose de symbolique. Donc, étant donné que certains ont voulu déraper, je crois, le roi, c'est le Befoli Bébé 15, le roi d'Elmina a dit, donc, le roi des Gains a dit, stop, on arrête tout. C'était ça, et puis tout le monde a respecté. On n'a pas dit de ne pas faire les rituels, mais on a dit de ne pas fêter, de ne pas se rassembler. Les rituels, c'est quelques personnes qui peuvent le faire, et je ne crois pas ça. Ça n'atteint même pas 15 personnes lorsqu'on veut faire de vrais rituels, parce que c'est les initiés de haut rang qui peuvent le faire, mais ça a été respecté dans les lacs ici, mais je crois que ce qui s'est passé, je le dis, nous déplorons des morts dans cette affaire, nous regrettons cela, mais on ne peut pas dire au gouvernement d'arrêter ces mesures et autres là. S'il y a des barbaries, s'il y a des barbaries policières au niveau d'Aklakou et autres là, personne ne peut accepter cela. Mais toujours est-il que essayons nous aussi de respecter, parce que c'est le gouvernement qui l'a dit. Le gouvernement a la force de dire les mains avec de l'eau et du savon et passons de temps en temps le gel hydroalcoolique. Mais il se trouve que les week-ends, nos grands frères, nos aînés, nos enfants, nos petits frères qui arrivent de Lomé pour les enterrements, pour les obsèques, mais s'oublient un peu, pensant que à la fin, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Parfois, c'est eux également qui induisent les populations locales en erreur et cela dégénère. Mais ça, c'est une réalité. Mais au niveau du cimetière d'Adido, il y a des mesures restrictives là-bas qui se respectent tout le temps. Au niveau du cimetière de Debounou, parce que c'est des cimetières clôturés. Ça, il faut le rappeler. Mais s'il y a des cimetières qui ne sont pas clôturés, les gens peuvent entrer d'un peu partout. Avec, ce ne sera pas contrôlable. Voilà. Donc, ces manières qui ont induit beaucoup de localités en erreur. Parce qu'on ne peut pas contrôler l'homme dans son entièreté. Vous saviez que si quelqu'un meurt dans notre famille africaine, il faudrait démontrer votre amertume et autres. Donc, en les démontrant, c'est de l'accompagner jusqu'à la dernière demeure. Mais ça ne se fait plus. C'est difficile. C'est très difficile. Mais pour des mesures sanitaires, nous essayons de les accepter. Mais je ne crois pas jusqu'alors que le Togo a fait des efforts. On nous dit tout le temps le taux de mortalité, le taux de personnes guéries, avec les conditions sanitaires que nous avons au Togo, le Togo est à applaudir. Mais c'est dans ce Togo que nous avons aussi certaines dérapages exceptionnels, s'il faut le dire, malheureusement, qui se font. Il y a des policiers, des gendarmes, des militaires qui font bien leur boulot, mais il y a d'autres, et certaines personnes aussi, qui sont un peu barbares. Ça, il faut pas qu'on se le cache, mais avec la sensibilisation et autres, on peut essayer
de remonter l'information à l'autorité, remonter l'information à tout un chacun que c'est très impératif de respecter ces gestes pour éviter ces genres de situations. Ceux qui sont morts... Des situations regrettables. Regrettables. Ceux qui sont morts, nous disons... Et des blessés graves. Nous disons, nous évitons des morts, et puis il y a des morts. On se demande beaucoup de questions. Donc, si les gens nous disent aujourd'hui qu'il y a des situations que la force est un peu disproportionnelle à la population, ils ont raison. Mais ce qui s'est passé là-bas, je crois que ceux-là qui sont responsables de ces actes doivent essayer de revoir leur copie, parce que c'est pas intéressant d'éviter la mort de quelqu'un et de le tuer encore. C'est la nation togolaise qui en doit encore. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il arrive que dans le cas de la lutte contre la COVID-19, on arrive à faire usage de gaz lacrymogène, à faire usage de l'arme létale, c'est-à-dire les balles qui tuent? C'est parce que déjà la situation, la statistique n'est plus donc intéressante pour nous, et tout le monde n'est pas passé justement au test. Mais ceux qui sont déjà passés au test, qui sont plus de 90 000 Togolais, on dénombre déjà 1759 cas confirmés de Covid-19 dans notre pays. 1759. Et heureusement, 1341 personnes en sont guéries. 1341 personnes. Et aujourd'hui, ceux qui portent encore le virus et qui sont sous traitement et qui probablement seront guéris par la grâce de Dieu sont autour de 370. Hier, à la télévision nationale, on nous annonçait encore un mort, ce qui porte le nombre de morts, je crois, à 49, ce que nous déplorons. Malheureusement, le jeune qui est décédé à Coca, on ne le mettra pas quand même sur la liste des morts de Covid. Non, ce sont des morts que l'on doit compter dans le non-respect des droits de l'homme, parce que lorsque vous êtes en train de vouloir rétablir l'ordre, il faut le faire de façon professionnelle, comme tu le disais. Nous ne pouvons pas encourager les morts, mais nous ne pouvons pas non plus, au sein des journalistes, dire aux gens, ne portez pas vos masques, vos cache-nez, et allez vous rassembler plus de 15 personnes. Non, l'État l'a refusé, et ça c'est normal. Maintenant, dans le monde entier, le nombre va de façon graduelle et exponentielle. On nous annonce dans le monde 33 692 221 cas confirmés de Covid-19. 33 692 221. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a la deuxième vague de contamination qui brûle très durement la France, l'Espagne, l'Italie également, mais surtout la France. Vraiment, en principe, nous serions un pays, comme Yves aime le dire normal, qu'on aurait encore arrêté des liaisons d'avions avec la France. Mais malheureusement, même avant-hier, on parlait de 8000 cas par jour en France. Bon, mais les pays doivent s'ouvrir pour que le commerce évolue. Donc, sur les 33 692 221 cas confirmés dans le monde, 23 423 554 sont guéris. 23 423 544 sont guéris. Malheureusement, on a dépassé la barre des 1 million de morts dans le monde. On est à 1 842. 1 842. Ce sont les chiffres que nous venons de prendre avant d'entrer en studio. Yves a question. Ça veut dire que il y aurait peut-être des morts encore ailleurs. Mais parfois, je me dis aussi que l'entêtement ou le trop de liberté, nous avons besoin de liberté, hein, mais parfois les Occidentaux, ils exagèrent dans leur liberté. Des gens qui savent qu'il y a coronavirus et qui sont dans la rue et qui manifestent parce que le pays ou le gouvernement a restreint la liberté pour dire, écoutez, restez chez vous, il y a couvre-feu, restez chez vous,
vous ne sortez pas, il y a ci et ça pour protéger. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On va prendre Justin en ligne. Rebonsoir Justin. Bonsoir Tony, bonsoir à tous les auditeurs et à tous les confrères autour du plateau. Voilà, j'étais à tour de faire la statistique mondiale du Togo. Les choses vraiment sont inquiétantes. Le nombre grimpe de façon exponentielle, mais nous, comme nous disons en studio, nous ne pouvons jamais demander aux populations de ne pas respecter les mesures barrières et de ne pas respecter toutes les mesures dictées par le gouvernement. Malheureusement, nous ne pouvons pas non plus soutenir ou dire que les forces de l'ordre de sécurité font bien en voulant donc simplement faire respecter les lois du pays pour protéger la population et les tuer à la fois. Oui, malheureusement, c'est le constat auquel nous assistons aujourd'hui. Parce qu'on peut combattre une maladie, on peut prendre des mesures pour s'opposer à ce qui est contamination. Mais du point de vue général, lorsque vous voyez les pratiques qui sont menées, qui sont adoptées, qui sont envoyées à l'endroit des populations aujourd'hui, il y a lieu quand même de s'interroger. Et tout à l'heure, je parlais d'un cas de ce qui s'est passé à Claco-Vita-Vipira, comme plus précisément, en cette période de la fête. Il a dit qu'il ne va pas y avoir de recoupement, il ne va pas y avoir d'appropriation seulement les cérémonies dans les couvents, dans les maisons. Et chacun à son niveau a eu à observer ces cérémonies-là. Maintenant, là où le bas blesse aujourd'hui, c'est que lorsqu'on observe la descente du corps habillé, et de façon musclée, tabassant les enfants, les vieillards, c'est parce que à un moment donné, les jeunes qui se sont organisés pour peut-être célébrer la fin de l'année scolaire ou la fin de ce qu'on peut appeler la tradition chez eux. Moi, je pense qu'on peut aborder tout ce monde-là, leur demander de dire, il y a une réalité qui est là, et enfin, les gens ne sont pas rentrés de l'extérieur. Ceux qui sont dans le milieu, ils sont ceux qui se sont retrouvés. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a fait un test pour détecter que réellement il y a quelqu'un là qui a été contacté par la maladie à coronavirus? Sur cette question, je pense qu'on doit apporter des solutions. Si on n'arrive pas à apporter des solutions et qu'on doit faire une descente musclée pour capter les gens, et donc blessant les gens, ramasser les effets de musique, notamment la sonorisation, et demander à ce qu'on paye jusqu'à 100 000, voire 50 000 avant de les retourner, moi, mon sens, ça pose problème. Et dans la même période, lorsque les gens veulent maintenant s'organiser pour célébrer un événement donné, maintenant, on estime de dire, vous n'avez pas le droit de vous retrouver, de se regrouper en famille ou comme vous le faisiez par le passé. Mais néanmoins, lorsque vous arrivez à notre niveau, vous demandez la permission, vous payez tel montant, là, on va vous laisser faire. Le thème a dit que la question est de savoir si vous payez l'argent, c'est pas dire que la maladie ne va pas, c'est pas contaminer ou si la maladie existe, il ne va pas y avoir de dégâts. C'est autant d'éléments qui créent maintenant la frustration. Heureusement que ce qui s'est passé à Claco-Vita-Vipira, et notamment à Pédacomé, c'est une descente musclée, une bavure policière, comme on le dit. Et à mon sens, selon les investigations, nous avons eu le chef même de la localité, Tobé Koto même n'était même pas informé. Donc maintenant, comment est-ce que ça peut se passer ainsi? Je pense que c'est autant d'éléments auxquels il faut apporter des solutions. Maintenant, sur l'autre volet, peut-être à Claco, on n'a pas laissé de gaz lacrymogène. Mais ce qui s'est passé de l'autre côté à Dufelbourg, on a si tu permets, Justin, avant d'aller à Coca, quand même, tout le monde sait, les radios, par exemple, nos radiosœurs à l'Atlantique FM en parlent tous les jours, respect des mesures barrières, ne pas se rassembler. Mais si les jeunes doivent se rassembler également, eux aussi, ils savent quand même que c'est interdit de se regrouper de plus de 15 personnes. Oui, donc le problème, c'est ce que moi je dis. Le fait de se regrouper déjà, c'est ça qu'on se les donne. Je pense que la réponse à donner au fait que les jeunes se sont retrouvés. Vous pensez qu'il faut aller de façon quand même pédagogique d'abord? Pédagogique d'abord. Donc il ne faut pas aller par la descente musclée. Mais lorsque vous tabassez les gens, vous blessez les gens, et au retour vous ramassez la sonorisation, vous arrêtez des gens, vous dites maintenant de payer 100 000, ou à raison vous débattez jusqu'à 50 000 avant de libérer les gens, avant de retourner les appareils de sonorisation. Et certains même se plaignent aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont plus retrouvé leur appareil portable. Donc, vous voyez ce que je dis un peu. Oui. Moi, je vous recommande même d'aller dans le milieu là pour investiguer. Et c'est vrai qu'il quand tu es là, il faut l'interroger. Nous avons séjourné dans la localité. Ce week-end, nous avons eu vent. De cette information, nous avons cherché à comprendre. Et sur ces éléments-là, moi je dis, la gendarmerie peut intervenir. Le CB même en personne peut intervenir. Mais interdire à ce que la musique, la sonorisation puisse continuer à jouer, que la fête continue ou le festival puisse continuer. Pas aller à son terme. Mais faire une descente musclée dans la nuit, tabasser les gens, les enfants, les vieillards, d'autres sont tombés dans les caniveaux avec la blessure,
Mais c'est autant de scandales, c'est la psychose. Ce que moi j'ai eu à apprendre la fois dernière, c'est vraiment la psychose. Sur cette base-là, je ne pense pas que c'est de cette façon qu'il faut aider les populations à lutter contre la réponse de la maladie à coronavirus. Et c'est là où je fais également allusion à ce qui s'est passé de l'autre côté du Togo, notamment au niveau de Pelgou. Mais il y a eu mort d'homme, c'est parce qu'on a lancé des gaz lacrymogènes. Les gaz lacrymogènes, on a également lancé un rapport la fois dernière. Et je crois que c'est au niveau de la commune, je ne sais pas, commune Lac 3. Voilà, on a vu les images et ça circule en boucle sur les réseaux sociaux. Mais ça apporte, ça amène à réflexion, ça amène à des interrogations. Mais ce jour, j'ai appris que depuis hier, il y a un atelier qui regroupe les éléments de la force Covid-19, les médias, les hommes des médias, notamment ceux également de la Commission nationale des droits de l'homme, pour voir dans quelle mesure il faut aider les populations. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas attendre à ce que le feu brûle d'abord avant d'apporter la solution ou à chercher à éteindre le feu. Mais il faut anticiper cette façon de dire maintenant la réponse contre la maladie à coronavirus, c'est bien, mais la façon dont ça se fait. Et l'autre interrogation à laquelle moi je n'arrive pas à trouver de solution est de savoir pourquoi vous demandez aux gens de venir demander la permission chez vous avant qu'ils ne célèbrent leurs événements. Que ce soit les événements traditionnels, que ce soit les funérailles, pourquoi vous demandez à ce qu'on vienne chez vous d'abord? Oui, l'information que j'ai reçue, lorsque vous venez demander l'autorisation, on vous dit allez-y organiser votre événement, mais dans le respect strict des mesures barrières. Mais dans le respect des strict barrières, c'est parce que nous avons eu à interroger également les gens. Si vous n'arrivez pas à payer, si vous n'arrivez pas à remplir les conditions, vous ne pouvez même pas jouer la musique chez vous à la maison. Une famille qui est là, peut-être 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, peut-être au maximum, ne peut pas jouer la musique, peut-être parce qu'on est en période de fête ou de fête, je ne sais comment l'appeler. Mais lorsque vous ne pouvez pas amener la dimanche pour aller demander la permission et qu'on ne vous autorise, vous ne pouvez pas jouer. Mais moi j'étais dans ce village la fois dernière, j'ai vu des attroupements pas possibles. Mais les gendarmes ont tellement fait le tout là, ils n'ont pas interdit. Et j'ai cherché à comprendre, c'est parce qu'on m'a dit que les gens sont partis aller demander la permission. Mais les gens sont partis aller demander la permission avec l'attroupement, comme j'ai vu la fois dernière. Où il y a plus de 50 personnes qui sont appartées, qui sont regroupées. Parce qu'on m'a dit qu'on a pris les dispositions. Est-ce que la mesure barrière est respectée? Seul Dieu sait. On m'a dit, on a positionné comment on l'appelle, l'eau et le savon pour laver les mains, pour prendre les dispositions. C'est ça qui a été positionné là. Et les gendarmes sont venus, donc on supervisé, ils ont remarqué que voilà, les dispositifs de la maison là. Bon, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez peut-être, le nombre peut dépasser. Sur cette base-là, moi, je m'interroge toujours. Je m'interroge parce que lorsque vous rentrez dans le mouvement, vous fouillez un tout petit peu. J'étais dans le coin, comme je le dis tantôt, mais j'ai cherché maintenant à comprendre dans les maisons ou dans les mouvements où on s'élève la date cérémonie, comment ça se passe. Et lorsque j'ai cherché à comprendre, je me suis rendu compte que tout ce monde-là était parti demander la permission. Ce n'est pas seulement la simple permission. Ça doit être accompagné par les espèces de son attribution. C'est sur la base là que vous avez l'obligation, vous avez l'autorisation maintenant de célébrer ce que vous avez à célébrer. Sur cette base-là, est-ce qu'on met le combat contre la maladie à coronavirus, ou bien c'est parce qu'il faut donner l'argent, ou bien si la maladie vient, la maladie atterrit chez vous, tant pis pour vous. Non, je sais quelque chose que les mairies, les nouvelles mairies doivent suivre, et pour suivre, il faut également la contribution de la population. Vous voulez organiser un événement, vous venez, vous demandez l'autorisation. Ça se passe à Anéro un peu partout. S'il vous plaît. Mais quand vous avez l'autorisation, vous devez respecter les mesures barrières. S'il vous plaît, au niveau de l'AC 1, il n'y a pas d'autorisation de veiller. C'est interdit. Voilà, je crois que notre confrère va revenir. Au niveau de l'AC 1, il n'y a pas d'autorisation de veiller. Donc il n'y a pas de veille. On va directement à l'enterrement. Voilà, donc il n'y a pas d'autorisation pour dire un jour que l'autorité a cautionné. Je crois que l'autorité, lorsque l'autorité donne la caution, c'est-à-dire l'autorisation pour avoir payé, on vous donne l'autorisation d'aller organiser votre événement, l'autorité envoie les forces de l'ordre de sécurité pour vérification, c'est ce qu'il dit. Oui, maintenant, peut-être certains finissent par exagérer. Voilà, et ça peut se faire ailleurs, mais ici, moi, je suis parti maintes fois, il n'y a plus d'autorisation de veiller, même funèbre ou autre là, mais on vous demanderait d'être toujours
de respecter toujours les gestes barrières, voilà, les distanciations. C'est impératif. Donc, je crois que nous devons tout refaire dans notre pays parce que les droits de l'homme, comme mon confrère vient de dire... Oui, parce que là, ce que Justin dit est également très évident. C'est vrai. Cela ne veut pas dire qu'on vous a donné une autorisation d'aller organiser votre manifestation. On vous demande, le maire ou l'agent au maire précise, respecter les mesures barrières. Et maintenant, les gens prennent l'autorisation comme argent comptant, ils s'en vont exagérer. Quand on vous dit 15 personnes, vous allez jusqu'à 20 ou 30, quand l'autorité vient, et même vous ne respectez pas les distanciations sociales. Les distanciations sociales. Alors quand on prend un verre, 2 verres, 3 verres, et quand on est saoulé, on s'oublie. Hein? Ouais, des fois, c'est ça. Et bonjour les dégâts. Mais nous déplorons des morts, c'est ça ce qui est important, c'est la sonnette d'alarme que tout le monde veut faire savoir à l'autorité. Je sais que le confrère Justin Anani nous reviendra, et l'ELAIT également, à tout moment, va nous appeler pour les informations sportives, mais l'information importante aujourd'hui, c'est la victoire Toriga Dobé, et la fille de Vaux, de Badoubé, et qui a été nommée première ministre du Togo. C'est la première fois. Quand tu as pris premièrement l'information, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que dans notre émission de dimanche sous le Grand Baobab, Claver avait prédit cela, que si on avait une femme Premier ministre, moi je me disais, il y a la zone minière de Vaughan qui n'a jamais eu de Premier ministre, Anéva n'a jamais eu de Premier ministre, Tablebo et autres des minières. On avait dit ça dans notre émission, les voix sont là. Donc, à notre grande... Belle analyse. Oui, on avait dit cela, parce que toutefois, c'est les premiers ministres qui viennent d'un peu partout au Togo, mais jamais au niveau de Vaud, jamais au niveau de Yotor. Non, beaucoup de Yotor. Beaucoup de Yotor, ah ouais, voilà. Ça dit jamais de Vaud, jamais de lacs. Voilà. Donc, on a dit cela. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais on avait dit cela, et puis, pour la rappelle-toi, il y a 2 ans, Atafouli également l'a dit dans cette émission, qu'il serait bien qu'on donne la primature à une femme pour s'essayer. Et je crois que la RTDS fait de bonnes analyses, comme vous l'avez fait dimanche. Bien sûr. Et subitement, le soir, une femme nommée Premier ministre, et avant, une femme présidente à l'Assemblée nationale. Tout cela nous démontre que nous faisons notre boulot ici. Sans parti pris, on essaie de le faire. C'est très bien que le chef de l'État ait confiance à une sœur. Avant la circonscription des lacs, regroupait tout cela. Tablebo, c'était la circonscription des lacs. Mais avec les découpages, tout le monde... même sur leur naissance aujourd'hui, c'est la préfecture des lacs. Donc, je peux vous dire que c'est très bien, il faut qu'on s'essaye, mais je me dis aussi que c'est une femme travailleuse, elle a démontré tout ce qu'elle avait à faire au Togo, elle n'a pas peur des critiques, elle avance, c'est les résultats qui sont là. Moi, je l'apprécie comme tel. Voilà, première impression, on est heureux pour la préfecture de Vaud parce que c'est une zone minière, comme vous l'avez dit, qui donne de la richesse au Togo. Et les phosphates sont puisés, travaillés, extraits, lavés, acmés, puis vendus. On se dit, mais écoutez, pourquoi ne pas récompenser cette population-là qui donne partie également de son sous-sol au peuple togolais qui constitue sa richesse? Yotor a eu déjà 2 premiers ministres. Il y a... l'ancien candidat malheureux à l'élection présidentielle, Gabriel Agbeyo-Mekodjo, voilà. Et maître Yovi Agbeyo-Bop, à son âme, qui sera inhumé bientôt. La partie de Yotor a connu 2 premiers ministres. La préfecture de Zion a connu également un premier ministre, Kwasi Kloussin, originaire d'Agbelové. Il y a la préfecture de Ave, qui a connu également deux fois, a pris 2 fois la primature par le truchement de Eden Kodjo, paix à son âme. Mais quand vous prenez le Grand Cloto, ils ont eu la chance. Adoboli est venu de Dany. Le tout premier ministre à la sortie de la conférence nationale souveraine, et Kofigo vient du secteur Adeta. Et c'est du secteur Adeta également que venait Aoumé Zounou.
Donc, mais la préfecture de Kloto elle-même n'a pas encore un premier ministre direct, mais ils appellent ça le Grand Kloto. Donc, Agou, Palimé, Adeta et Dagny. Mais en tout, ils ont beaucoup de premiers ministres. Rao, la dernière fois avec Lasso, a eu un premier ministre. Malheureusement, le moyen mono n'a jamais eu de premier ministre, tout comme Bamono, Lac n'ont jamais eu de premier ministre. On espère vivement que ce ne sont pas les talents qui manquent. On ne sait pas. Le chef de l'État, il fait peut-être ses calculs, avoir peut-être les lieux où les gens ont plus voté pour lui, le dévouement de la personne, est-ce que la personne peut diriger, etc. Oui, on voit tout ça. Figurez-vous que la préfecture de Lamou a déjà eu un premier ministre en la personne de Koblan Mali, vous vous rappelez? Et Koblan Mali étant premier ministre venant de la préfecture d'Amou, ça veut dire que ce sont les peuples Akbosso et Akebo qui s'y sont retrouvés. Donc, l'État togolais, qui dirige le Togo, ne s'était pas arrêté là. Quand vous prenez la préfecture de Logou, Logou avait un premier ministre, c'est Kofi Sama. Il venait d'un village de Samakopé dans le secteur de Gréi. Il y a donc Ogou qui a un premier ministre, Rao, etc. Maintenant, la région centrale, en réalité, est souvent considérée comme le nord du pays. Et ne devait pas... Vous savez que les distributions des postes sont géostratégiques au Togo. Quand le président vient du nord, l'Assemblée nationale vient du centre et la primature vient du sud. Mais aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir deux dans la région, dans le sud Togo. Nous avons et l'Assemblée nationale et la primature. Dame Chantal Tegan vient de Adeta, donc préfecture de l'Adeta, donc du sud. Et l'extrême sud maintenant, Vaud, Badoubé au bord du lac Togo, qui bénéficie de la primature, ça fait 2. Maintenant, ce que nous allons espérer, c'est de voir un jour les cadres des lacs devenir Premier ministre. Je ne comprends pas. Alors que ce sont les lacs, les cadres des lacs qui sont les grands conseillers, les grands penseurs, et qui furent des grands penseurs qui le sont encore aujourd'hui pour la présidence d'Étienne Gnassingbé Adema et aujourd'hui de Faure Essozina Gnassingbé. J'espère vivement qu'un jour, on verra bien un premier Moi, ministre. je me dis des fois que Étienne Gnassingbé Adema faisait plus confiance au lac auparavant. Mais cette fois-ci, je me dis que les gens ont toujours l'habitude de dire c'est les lacs qui ont fait ceci, c'est les lacs qui ont fait ceci. Mais les lacs n'ont jamais eu de poste de décision. Moi, je me dis toujours cela parce que depuis que j'ai 18 ans, les presses, mon papa en a gardé, je peux vous situer que les lacs n'ont jamais été Premier ministre. Non, il n'y a pas de premier ministre. Il y avait, j'avais même pas quelques années, il y avait Terry Benissan qui était ministre des Finances dans le temps. Oui. Dans le temps. C'est un poste clé. Voilà, dans le temps, mais il n'y avait pas fait long feu. Mais depuis là, les gens ont cette habitude, je me dis criminelle, de dire que c'est les lacs qu'il faut. Est-ce que les lacs ont des postes de décision et qui n'ont pas bien travaillé? Même au niveau de l'OTP ici, qui est à côté, on n'a jamais nommé. C'est des nominations qui n'ont pas fait long feu et puis les gens partent automatiquement. Mais ici, nous avons des cadres qui peuvent faire beaucoup de choses pour ce pays, si réellement nous respectons l'intelligence du pays, parce que les lacs ont beaucoup contribué à l'indépendance, comme dans d'autres contrées aussi, là, il y a beaucoup de personnes, mais ceux qui se sont mis en avance dans les combats politiques, c'est dans les lacs. Ce qu'on a toujours appris, c'est que les lacs sont targués d'avoir les tout premiers intellectuels du pays, et c'est la vérité. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, quand on prend il y a les autres nominations qui sont à côté. Il y a Johnson Ablamba, c'est bien ça, qui est nommé ministre et secrétaire général de la présidence de la République. Bon, il y a le fils de Nachaba qui est nommé ministre, secrétaire général du gouvernement. Non, avec rang de ministre. Oui, tous ont rang de ministre aujourd'hui. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui à un poste stratégique quand même une fille des lacs, Johnson, comme ministre et secrétaire général de la présidence de la République. D'abord, en lieu place de Thierry Bénissan et de Patrice Bénissan qui est décédé. Patrice Bénissan, il travaillait très bien, tout le monde le sait. Mais c'était un super le chef de l'État
a bien exprimé et tout cela. Mais est-ce qu'ils ont la décision de faire quelque chose? C'est ça ce que je me demande. D'abord, souhaitez quand même la bienvenue à Félix Anoum de Savi. Bonsoir Félix. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Félix, comme je l'avais annoncé, était en route à vive allure, mais modérément à la fois, parce que par moment, il faut aller vite pour pouvoir nous rejoindre dans cette émission. Je dirais aussi même que la route elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce qu'elle est en construction. Hein, elle est en réhabilitation. Et j'invite alors tous ceux qui sont... Et comment on dit ça, les rivets, d'abord, disons, les voyageurs, les chauffeurs, les usagers, les chauffeurs, les motocyclistes, les cyclistes, à faire extrêmement attention. Oui, les gens ne comprennent pas que cette voie est en réflexion, mais les gens roulent encore à vive allure, alors qu'il y a des bétons posés ici et là, des signalisations, mais les gens ils vont encore à vive allure. Ce que je crains, c'est que on puisse avoir des accidents sur cette voie-là. Et j'aurais même invité ceux qui sont en train de réhabiliter de peut-être boucher les trous qui y sont pour le moment. Parce que ces trous-là créent des accidents énormément, surtout les nuits. Et il y a ce ne sont pas des trous, ce sont des crevasses qui sont au beau milieu de cette route-là. S'ils peuvent les boucher en attendant de travailler, parce que comment dire ça, les véhicules sont vraiment très très confinés, quoi. Oui, à partir du moment où ils sont en train de travailler, on a ressenti quand même que la voie était vraiment serrée. C'était pas une voie large. Très serrée. Maintenant, prudence sur la route, parce que je me rappelle avoir reçu un agent de Sourbat qui travaille, qui sont en train de réfectionner la voie à Nero, Togo Kome, avec l'ONG APEB. Ils sont arrivés ici, ils ont animé une émission en bonne et due forme et ont demandé à la population de rouler à 30 km/h parce que la voie est en réhabilitation. Donc c'est le côté même. Malheureusement, les gens vont encore à 100 km/h à bord de leur véhicule. C'est dangereux pour les autres usagers et les motocyclistes. Ils se doublent. Oui. Et donc, ils font le dépassement d'effectifs même dans les tournants où il y a des activités de réhabilitation de part et d'autre de la chaussée. C'est dangereux. Nous sommes en train d'exposer notre vie comme ça. Mais nous étions sur un point essentiel quand tu étais arrivé, Félix Anoum de Savi. Il s'agit justement du fait que l'on est heureux pour la sœur Victoire Sidemero Tomega Dogbe, nommée première ministre du Togo. C'est une première. Mais au-delà de tous, nous sommes en train de citer les préfectures. On a déjà compté un premier ministre dans le pays. Je devais citer Blita dans la région centrale parce qu'on estimait entre-temps que Blita était dans la région centrale et que en géostratégie togolaise, le président qui vient du nord, l'Assemblée nationale souvent reste au centre du pays et la primature au sud. Mais depuis cette année, on a deux. Et nous avons l'Assemblée nationale et la primature au sud. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a certaines préfectures qui n'ont jamais eu de premier ministre, mais ont des talents fous qui travaillent comme des fourmis, que ce soit à la présidence, à la primature, dans d'autres secteurs d'activité politique et administrative du pays. Il s'agit justement des fils des lacs. On n'a jamais eu un premier ministre des lacs. Mais Yves se plaint également de ce que les rares ministres de lacs n'occupent pas des postes stratégiques. Non, moi, je pense que pour travailler pour notre pays, ce n'est pas d'appartenir à telle préfecture ou à telle autre. Et ce n'est pas le problème. Le problème, c'est être, disons, très engagé pour le développement du Togo. C'est ça qui est le plus important. Ouais. Et dire que quelqu'un est de ce coin, en Afrique, c'est souvent comme ça. On dit voilà. C'est la géostratégie. Non, ce n'est même pas la géostratégie. Moi, je dis laissons l'ethnocentrisme, cette idée-là à côté, quoi. C'est mon ethnie, c'est mon fils, c'est mon ceci qui est ici. Donc, non. Parce que moi, j'ai vu plusieurs ministres qui sont sortis d'Anéhor. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Anéhor? Le poste, moi, je veux savoir. Je crois que, pour ma part, moi, je me dis qu'il y a des intelligences ici, bardées de diplômes, qui peuvent faire quelque chose. Ils peuvent développer aussi. Ils ont la capacité de développer. Mais je crois que le pouvoir en place ne leur fait pas confiance, étant dans leur parti. C'est ça ce que moi, je remarque. Bon, moi mon idée, ce n'est même pas partisan. Hein. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que... si tu veux le développement... Voilà, tu permets qu'on reçoive Justin Anani. Je crois que Justin Anani nous suit en direct de Lomé, comme d'habitude. Il a sûrement quelque chose à dire par rapport à ce sujet. Oui, je vous suis, c'est 5 sur 5.
je partage pratiquement la même analyse que Félix qui vient d'arriver. Félix, bonne arrivée. Merci. Et je fais pratiquement la même analyse. C'est-à-dire que cette situation qui est posée, moi je dirais du fait de géopolitique, c'est une anomalie. D'abord, dans un premier temps, lorsqu'on parle de la démocratie, c'est une anomalie. C'est une anomalie au sens où le pouvoir d'État réel aujourd'hui est confisqué par une ethnie. Depuis qu'il y a Déma fait son coup d'État, toutes les manœuvres qu'il a eues à faire durant cette décennie, il est décédé en 2005 dans les conditions que tout le monde sait. Son fils a fait le round-up électoral, le triple ou le quadruple coup d'État. Mais depuis lors, le pouvoir de décision réelle de la gestion de la cité n'a jamais changé de main. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une ethnie, les Kabyles, qui ont confisqué le pouvoir réel de décision. Aujourd'hui, le chef de l'État vient de là. Donc, c'est pas qui a fait le coup d'État dans les années 60 et de suite. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les Kabyles dans les sphères décisionnelles du pays. Il y a peut-être dans les gouvernements une poignée de Kabyles, c'est vrai, mais les autres viennent d'ailleurs. C'est la géostratégie. Non, je fais une analyse. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique. Donc, ça suppose que lorsque le pouvoir d'État réel est confisqué par une ethnie, notamment au niveau de la présidence, on estime que mon papa m'a dit de ne pas laisser le pouvoir exécutif. À ce moment-là, trouver des... Il y a un problème. Réseau. Oui, le réseau ne marche pas. C'est une question de réseau, apparemment. Vraiment... Ah, on est désolé, je crois qu'il a emboîté ton pas. Moi, je disais que l'important, c'est d'être engagé pour le développement de notre pays, d'aimer notre pays. Et si on aime le Togo, que l'on soit d'un erreur, on va se dire, si Palimé est développé, c'est moi qui suis développé. Si Carré est développé, c'est moi qui est développé. Vous savez, j'ai vu une fois, j'ai rencontré par hasard Maman Togo à Grinji, et de façon fortuite, et il dit, ah, Maman Togo, tu viens fêter avec nous, vous venez fêter avec nous ici. Il y a quelqu'un qui a dit, non, mon fils, mes enfants sont de Grinji. Et comment dit ça, à Sokodé, il y a une colonie, une grande colonie de gays à Sokodé. Ils sont très nombreux là-bas, ils sont mais que elle autre, elle veillait chaque fois que ces enfants sont de Grinji. Donc c'est pour dire que pensons d'abord de façon générale. Ben, ce que vous dites, c'est vrai, mais ce n'est pas Yves Akesson qui le dit, qui le fait en réalité. Oui, le partage du gâteau ou le partage des ministères ne vient pas de Yves. C'est le constat que Yves lui fait. Quand vous prenez celui-ci vient d'ici, celui-ci vient d'ici, vous faites l'équilibre géographique et ethnique du régional. Je me dis que pourquoi c'est une réalité. Moi, c'est ma réalité. Parce que je suis un citoyen libre. Je constate que le gouvernement, que le feu Gnassingbé Yadema avait fait, il avait fait plus confiance aux gens d'Anéron. Parce qu'il n'y avait pas de faute de Premier ministre, mais je crois que Didobé Laclé était, je crois, en ce moment, quelqu'un de rang de Premier ministre, s'il faut le dire. Mais le Togo marchait très bien. Mais cette fois-ci, ce que moi j'ai constaté, personnellement, j'ai constaté que le poste de Premier ministre, je crois que Vumbo a des adjoints qui sont d'Anéron. Parce que nous avons vu l'OIT, on a vu des Kani et autres là, on a vu des personnes là-bas. Mais lorsque Humbo était là, il a ramené certaines personnes ici. À l'image du Victor Toméga de Bourgeois. Voilà, il avait ramené certaines personnes ici qui travaillaient à ses côtés. Est-ce qu'on l'avait donné à ce type, à notre confrère, la main libre de travailler pour ce pays? Non, il n'y avait pas. C'est pourquoi je me dis que... Nous allons essayer d'entrer en liaison avec Justin. Oui, Justin. Oui, c'est dans les aléas du direct, toutes mes excuses. Je disais que, tel que Yves le dit, je partage, c'est une analyse, un point réel. Autant il y a des maps, les TV, les Togolais, et quel est le numéro 2 du régime? Et ça a changé quoi? Ça a apporté quoi? C'est l'interrogation à laquelle Félix aussi se demandait tout à l'heure. Ça a apporté quoi à la préfecture des lacs ou à la commune des lacs ou au paysage des lacs? L'autre question aujourd'hui, quand vous dites que Anéron n'a jamais connu, d'accord, Anéron n'a jamais connu, mais comment l'appelle-t-on, Dapaon aussi n'a jamais connu, et ça, il faut aussi l'avouer. Mais lorsque vous êtes inscrit
dans la logique d'une transition démocratique, avec le Premier ministre d'alors, Maître Joseph Boko Kofego, et que l'armée s'est encore invitée dans le débat politique sous la houlette du général président Yadema, et que la transition a échoué. Depuis lors, le réel pouvoir de décision d'orientation de l'action gouvernementale se trouve dans la main d'une seule personne, c'est au temps d'Yadema. Et les modifications statistiques que nous avons eu à connaître aujourd'hui, notamment pour l'article 66 de la Constitution, le Premier ministre qui est nommé aujourd'hui n'a pas un pouvoir réel de décision. Et il ne peut pas se dire, ok, je connais la compétence de X ou de Y ou de celui-ci de Lac, ou d'Akla chez moi, ou de Mango, de Tamba, je ne sais pas trop, et que celui-là va faire l'affaire. Donc, certainement, il va consulter l'avis du chef de l'État, le président de la République. Et c'est le président de la République qui donne l'orientation de l'action gouvernementale. Et c'est ce qui est dit comme quoi le Premier ministre de la République togolaise, par rapport à la République dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la 5e ou la 4e République, c'est ce Premier ministre ou ce Premier ministre-là joue que le rôle de, je dirais même de conseiller. La preuve en est que le Premier ministre sortant, c'est l'homme Classo, lorsque vous voulez qu'on parle maintenant aujourd'hui de son bilan, à mon sens, je ne pense pas qu'il y a quelque chose encore à mettre sous la dent, notamment en matière de la vie, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit même au niveau de l'économie. Mais la pauvreté, encore là, ça voudrait dire que le réel problème d'orientation de l'action gouvernementale, c'est dans la main de plusieurs personnes. Maintenant, aujourd'hui, Madame Bitua Tobé, dont on connaît la compétence, est nommée. Maintenant, on peut dire que c'est un coup politique qui est en train d'être joué. Vous prenez le Parlement aujourd'hui, c'est Madame Tchegan, Dimondi Yawa qui est là, Chantal qui est là, en tant que président de l'Assemblée nationale. Et ce qui est rare, lorsque vous prenez par exemple la composition de la nomenclature de l'action gouvernementale du Parlement au niveau de l'Afrique, c'est ce qui est rare. Vous prenez aujourd'hui, rares sont les pays, où, notamment au niveau de l'Afrique, où le poste de Premier ministre est occupé par une dame. Donc ça, M. Foyassi est en train de jouer un coup par rapport à ce qu'on peut encore appeler l'égalité entre les sexes, donc la parité genre. Maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette Premier ministre qui est nommé aujourd'hui? Moi, à mon avis, à mon sens, je ne pense pas qu'il va y avoir grand-chose. Parce que lorsque vous prenez même la Constitution, comme je le dis, je le répète, donc toute l'orientation de la vie politique, elle doit être menée aujourd'hui par le chef de l'État. Donc si on doit attendre plus de 5 mois après la proclamation des résultats de la présidentielle et que l'heure est contestée, et que c'est une dame qu'on ramène, et ça joue un coup politique, mais au même moment, il faut quand même noter que ça ne fait pas véritablement l'affaire. Lorsqu'on parle de la vie politique d'une nation, de la compétence, de tout ce qu'on peut mettre dans la balance pour faire développer le pays. Donc c'est un jeu qui se joue là, avec la jeunesse qui sera nommée, notamment avec la nomination de Malik Nataba, dont on connaît aussi la compétence. Mais tout ce monde-là qui va encore entourer le chef de l'État, mais moi je dis que c'est une question de haute défi. D'accord, à tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on peut s'attendre de cette nouvelle première ministre du Togo, Félix Adoumou Dossavi, quand on sait que le premier ministre Classou Komisselon, on fera le bilan tout à l'heure, est un fin politicien, rusé politicien depuis les bancs à ce jour. Lui, il a été un premier ministre politique. Celle-ci, c'est une première ministre qui vient des arcanes des organisations des Nations Unies, le PNUD. Elle travaille sur le terrain, on l'a vu dans son département ministériel, bouger partout sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État lui donnera la main de continuer d'aller sur le terrain en tant que Premier ministre? Bien, merci. D'abord, j'ai cru entendre que vous disiez que la Première ministre est d'Aléro ou de la... Non, elle est de vous. Non, on n'a pas dit ça. D'accord. Yves a dit que dans le bon vieux temps, on parlait des circonscriptions cercles. Donc, c'était d'Aléro jusqu'à Tablibo. Ok, donc, parce que à Lomé, des gens font le même raisonnement qu'elle est des lacs. Et parce que les gens n'arrivent pas à situer son village. Quand on dit Badougbé, on pense que Badougbé est dans les rangs. Je crois qu'avant, c'était ça, non? Oui. Jusqu'à Togoville, avant qu'on... Oui, donc maintenant, Badougbé et Togoville sont dans Vaud. Voilà, c'est pour aussi informer ceux qui sont... C'est ceux qui sont à Lomé qui ne le savent pas. Hein. Voilà. Maintenant, et par rapport à sa politique, moi j'ai dit que Humbo aussi était plutôt, ou bien est venu comme aussi technicien. Oui, c'est bien. Non, c'est pour venir à... Oui, sinon pour moi c'était le meilleur premier ministre de tout le Togo. Hein. Bon, donc... de tout le temps. De tout le temps. Donc il y a ça. Et Madame Sidemero et Doubé, moi je vois, est restée pendant 10 ans aux côtés du chef de l'État. Elle est restée
directrice du cabinet. Et je crois que c'est ministre du développement à la base. Je crois qu'elle était très très proche du président de la République. Donc tout ce que le président, même les ministres, avant d'avoir le terrain mou, il faut passer par elle. Oui. Donc c'est une femme qui était une femme de décision. Mais par rapport à son travail qu'elle a réalisé au niveau de développement à la base, je crois que ce n'est pas fameux. Honnêtement, ce n'est pas fameux. Et beaucoup de gens apprécient certes les projets, mais parfois certains dénoncent la finition. Certains projets sont restés, on est resté sur la soif. Moi, j'ai dit, si on prend 100% de ces projets, et à peine les Togolais sont contents à 10, 15% ou 20%. Donc, ça veut dire elle a lancé NVT, hein? Non, les volontaires, elle a créé Fayèche. Avant, les bonnes femmes qui devaient aller chercher des fagots de bois au marché dans la brousse pour aller vendre au marché pour avoir 200 francs, avant d'aller s'acheter du cube à 100 francs et rentrer à la maison, peuvent aujourd'hui, avec une carte d'électeur, aller faire un prêt de 20 000, 30 000 Fayèche, FNFI. Est-ce que cela a apporté le développement? Bon, selon les différents rapports. Non, qui a fait les rapports? Pour lesquels Classo se glosait avant-hier pour dire qu'il a un bilan assez positif. Le Togo se trouve être un bon élève des gestions de Bretton Woods. Non, mais on dit chez nous que celle qui vend le Ablo ne dit jamais que son Ablo est froid. Ablo top, Ablo les Fafat, Ablo les Ozo. Donc c'est la même chose. Donc, moi je dis, amenons quelqu'un d'extérieur au Togo. L'extérieur a déjà essayé à Doboli. Non, attends. Pour nous faire le bilan de cette gestion-là, de Fayège, de ceci. Et quand tu parles de NVT... on n'est pas loin, il y a notre compatriote Takonou Boukbo, oui. Aujourd'hui professeur émérite d'économie. Oui, Boukbo elle a dit clairement que les Fayèges, tout ça, ne peut pas développer le Togo. Cette idée-là évoquée par ces programmes mis en place par Madame Semero ne peut en aucun pas faire développer le pays. C'est clair. Quand vous voyez, on prend le cas... Mais ça bouge quand même le pays. Hein. Non, ça donne de l'esprit entrepreneurial quand même. Et je dis, même Hitler a des partisans. 15 ans après sa mort, Hitler a encore des partisans, les néo-nazis. Satan a des partisans qui pensent que Satan est un être ou bien un esprit qui est positif, qui les arrange. Quel que soit ce que tu es, tu auras des gens qui seront avec toi. C'est clair. Ce n'est pas moi je dis, parmi ce lot-là, ou bien ces programmes-là, et combien de Togolais sont pour? Quel développement concret ces programmes ont à t'apporter pour les citoyens togolais? Qu'est-ce que le panier de la ménagère, comment est-ce que ce panier-là a changé? Est-ce que nous vivons mieux? Les femmes togolaises vivent mieux maintenant qu'avant? C'est ça l'idée. Est-ce que les jeunes fonctionnaires ou ceux qui sont engagés... Oui, aujourd'hui, quand vous suivez la télévision nationale, il y a de grands dossiers sur ces bonnes femmes qui se regroupent en groupement et qui bénéficient des moulins qui sont tournés par les rayons solaires, etc., oui. Qui écrasent leur maïs elles-mêmes, qui gèrent leur propre moulin. Qu'avant, elles devaient aller à 5-6 km pour avoir la chance d'écraser leur maïs. Et des femmes qui aujourd'hui peuvent avoir de l'eau potable chez elles grâce au forage construit par Sina Lawson, Victoire Sélémého Dobé. Vous avez dit, est-ce qu'il y a des changements matériels? Je suis en train de te donner des changements. Moi, je dis, c'est quand même ahurissant de penser au XXIe siècle qu'avoir de l'eau à boire est extraordinaire. Qu'avoir de l'eau propre à boire est chose énorme réalisée par un ministre. Non mais, ce sont des choses qui vont de soi. Hein? Et l'argent, le budget du Togo, il y a 25 ans, sous la demande, est-ce que c'est le même budget qu'on a actuellement? Non. Non, voilà. Classo s'est félicité également de dire que sous lui, le budget a dépassé les 1000 milliards. Non, mais 1000 milliards, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la richesse du pays augmente. Est-ce que la richesse du Togolais lambda
où le PNB, le PIB par habitant a évolué et comment est-ce qu'on ressent ça dans le panier de la ménagère, le fonctionnaire. Combien, je prends le cas des enseignants, par exemple, dans le projet NVT, les enseignants, les milliers qui ont été pris pour exercer, combien sont reversés dans la fonction publique? D'accord. Rien. C'est toute la question qui est posée. Moi je dis, son bilan là-bas dans ce projet ne sera jamais à nul, quoi, 0-0. Mais ce que je dis, ce qui a été réalisé en bien par rapport à ce qui elle a quand même entamé beaucoup d'initiatives, contrairement à certains ministres qui sont amorphes. Non mais, et mon frère, là, c'est que tu m'as dit, pas à me comprendre. Je ne dis pas que avec des milliards dont elle dispose, est-ce que les ministres d'avant avaient ces milliards à leur disposition? C'est ça que tu dis. Et maintenant, les milliards là... Elle parle et mobilisée aussi. Qu'est-ce que cela a créé comme richesse dans le panier de la ménagère? S'il y a certaines... Bon, je crois que Félix Anoumou de Savi n'arrive pas à percevoir sous Victoire Silemero, qui est passé au développement à la base, les nouveaux marchés qui ont poussé comme des champignons partout dans le pays. Voilà des preuves. Il y a aussi des maisons de jeunes qui ont été construites ici et là dans certaines localités du pays. À mon entendement, pas à Néro. Oui, pas à Néro, hein. Ah, vous ne savez pas? Non, mais... Je vais vous dire que Anadeb aussi est un produit de Silemero. Et Anadeb, moi j'ai suivi la télévision nationale, je n'étais même pas au courant. Aucune radio de la localité n'a été invitée. On nous parlait de Méli Digbe Rangoumé quelque part, où on est allé inaugurer une école toute construite par Anadeb. C'est très bien. Et sous la houlette de Silemero. Mais aucun média local n'a été mis au courant. Donc ça veut dire quand même que, comme on dit, il y a des preuves quand même que quelque chose a été fait. Oui, et c'est dit, moi je dis, quand tu dis que quelque chose a été fait, oui, j'ai dit déjà que son bilan n'est pas nul. Oui, j'étais compris. Et on lui a donné quand tu parles des réalisations, on se met sous la dent, je te cite quelques exemples. J'ai pas dit qu'elle n'a rien réalisé. C'est ça, c'est là que tu n'arrives pas à me comprendre. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas réalisé. Elle a réalisé. Je dis que ce n'est pas perceptible. À peine 10%. Je dis, si on met 100%, oui. Si on met 100% des Togolais, et par rapport à ce qu'elle a eu, et ce qu'on a réalisé, à peine 20% dirais que, et ils ont vu un changement dans leur vie. Et je dis, 20% sur 80%, ce n'est pas ça le développement. C'est ça mon idée. D'accord. Yves a que ça. Yves. Non, mais ce que moi je veux dire, je crois que elle a déjà 10 ans d'expérience au niveau de la présidence. Oui. Elle connaît les problèmes de l'heure, les difficultés que nous avons dans ce pays, elle connaît déjà cela. Je crois qu'elle peut encore essayer d'aider cette population, surtout actuellement l'émancipation de la jeune fille et des femmes, et braves femmes de notre nation. Et puis notre emblème, notre monument, on peut le dire, du Togo, c'est une femme. Si une femme est venue, elle doit être la mère de tous les Togolais. Et si une femme est là, elle doit spécialement aider le Togo à évoluer, à se comprendre. Mais hélas, nous savions que nos militaires qui sont toujours là, les militaires haut gradés qui sont automatiquement des politiciens dans notre pays, ils sont les décideurs de cette nation. Je me dis aussi que même la CVJ a été fait inviter par des militaires qui se sont interposés au prélat dans le temps. On se dit qui va être là et ces militaires vont le respecter. On se demande. Et puis, même Humbo était là. Il y a le Ashkroun aussi qui est dirigé par une femme. Bien sûr, mais les militaires sont toujours là. S'il y a des problèmes que nous savions que c'est les militaires togolais qui l'ont fait, on peut pas dire tous les militaires, mais c'est leur... on peut dire que c'est certains des militaires qui l'ont fait. Lorsqu'on dit cela, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on dit? On va entrer encore en ligne avec Anani. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se disent, nous, les militaires, nous disons que ça, c'est pas ça. Il y avait eu des choses au niveau à la CVJR.
c'était étonnant, les choses allaient très bien, et puis les militaires se sont invités. Est-ce que en clair, tu veux dire qu'elle aura les manettes pour travailler? Voilà, elle aura la main libre, elle aura les manettes, comme vous l'avez dit, elle aura les ressources nécessaires, parce que jusqu'alors, si on veut peser la balance, c'est les militaires qui font la décision de notre pays. Même la constitution togolaise n'est pas respectée par les militaires togolais ou bien l'hiérarchie militaire. S'il y a des choses qui se passent de 1960 jusqu'alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne crois pas, ce n'est pas un cultivateur qui est parti poignarder le chef de l'État dans le temps. Donc, c'est l'histoire de ce pays qui doit situer. Mais la personne peut être très intelligente, capable de soulever les montagnes, mais si on ne lui donne pas la main, il ne peut rien faire. Alors, je ne sais pas si c'est l'avis également de Justin Anani. Je partage ce qui se dit autour du plateau. C'est-à-dire que je reviens également pour faire une observation. Madame Tide Verou Tomega Dobé, je dirais elle fait partie de ceux que Humbo a ramenés de l'Occident. Est-ce qu'on est d'accord? Et lorsqu'on tient... Elle était juste au Bénin ici pour le compte du PNUD. Oui, entre-temps, elle a fait l'Occident. Donc, c'est toute une histoire. Elle a fait l'Occident, elle est revenue, elle a servi au Bénin, elle a servi au Congo et au Burkina. Voilà, et pareil également pour le ministre Gilbert Humbo. Mais qu'est-ce que le ministre Humbo a fait avant de quitter le Togo? Il a démissionné. Tu es fort. C'est la question que je voulais poser à Félix Salomon de sa vie. En réalité, on ne lui reprochait rien de rien. Oui, ça dit que le Premier ministre d'alors, Humbo, a démissionné pour la simple raison que il ne peut pas comprendre que c'est lui qui est technocrate, qui a fait l'Occident, qui a fait l'Europe, qui a toute la manette de la gestion du gouvernement, et que les ministres outrepassent sa décision pour aller rendre directement le compte au chef de l'État. Est-ce que vous comprenez ça? Et à l'époque, la dame qui est nommée aujourd'hui Premier ministre faisait partie du gouvernement de Humbo. Donc Humbo a pu démissionner à un moment donné, et que par après, les ministres qui ont suivi, les premiers ministres qui ont suivi, n'ont pas pu jouer véritablement leur rôle. Je ne pense pas que c'est la madame ici de nouveau de Bébichois qui va faire quoi que ce soit. On s'attendait peut-être que le chef de l'État allait, avec tout ce qu'on connaît autour de cette histoire du 4e mandat, allait dénicher encore un oiseau rare de l'Occident pour venir. Mais s'il faut attendre après 5 mois donc de la proclamation des résultats pour avoir ça, et par rapport aux informations que nous avons autour même de l'appareil de l'État, mais ça voudrait dire que je ne vois pas comment est-ce que ça va marcher. Enfin, moi, c'est mon analyse. Hein. Je n'attends pas grand-chose. Je n'attends pas grand-chose pour la simple raison que même le bilan de Mme Victoire Togbé aujourd'hui fait partie de la comptabilité du Premier ministre sortant, c'est l'homme Classo. Ça, il ne faut pas quand même se le voiler. Donc si le Premier ministre Classo se vante aujourd'hui avoir réalisé ceci et là, il faut aussi interroger, il faut aller interroger le citoyen lambda, comme le ministre a eu à le dire. Est-ce que les gens arrivent à comprendre qu'on peut se lever dans un pays et ne manger qu'une seule fois dans la journée? Est-ce que les gens peuvent se comprendre qu'à un moment donné, la pauvreté a atteint le seuil? Est-ce que l'on peut se comprendre qu'à un moment donné, l'éducation a des difficultés? Et que dans les hôpitaux que nous avons au Togo de renom, on ne peut pas avoir les appareils adéquats, notamment le scanner, les ambulances, tout pour soigner les citoyens. Sur la base de ces éléments-là, qui ne sont que des éléments peut-être primaires, pour ne pas dire mineurs, mais il ne faut pas tenir compte de un certain nombre de programmes qui ont été mis sur pied, dont la réalisation aujourd'hui est porte à confusion. Des milliards qu'on a mis à la disposition de cette dame au niveau de la présidence. Mais je pense qu'on doit également faire la réflexion sur ça, au-delà de toutes les questions que vous posez, Samuel. Je partage également un point de vue qui est aussi pertinent par rapport au point qui concerne les corps habillés, dont on fait cas tout à l'heure, mon ami Yves sur le plateau. Mais aujourd'hui, l'autre question est de savoir comment est-ce que les gens sont recrutés au niveau de l'armée. Première question. Au niveau même de l'administration publique, si vous ne faites pas partie d'une formation politique, vous n'avez pas assez. Et si cette phrase, on ne peut pas parler de la République, nous ne sommes pas dans une République. Nous ne sommes pas dans une démocratie encore moins. Donc, si on ne tient pas compte de ces éléments-là, moi je ne pense pas qu'il faut quand même donner crédit à un gouvernement qui va voir le jour où la prestation de serment, tu vois comment ça va se passer, va se faire, et qu'il faut attendre, je ne sais pas, des années encore avec une histoire de 4e mandat ou 5e mandat, pour attendre l'accroissement de l'économie togolaise ou la croissance de l'économie togolaise. C'est là même où se situe
la vraie question aujourd'hui par rapport à la nomination. Le président de la République, il a bien joué un coup parce que c'est une dame, on peut jouer sur l'équité des gens, on prend une dame comme celle, comment on l'appelle, la madame Victoire, mais quelle est la relation au niveau de l'appareil de l'État? Quelle est sa relation personnelle avec le chef de l'État? Je pense qu'il faut aller également sur ces terrains-là. Et puis, toi-même, tu sais que nous, les journalistes, on doit parler dans la vie privée des autorités, tu le sais. Merci. Tu nous reviendras tout à l'heure. Non, je rectifie. Je ne vais pas dans la vie privée des gens. Attention, je dis la relation personnelle entre la personne. Oui, il y a une bonne relation. Il y a une bonne relation puisque depuis 2008... Je n'en sais pas trop, mais il faut aller fouiller et comprendre. Oui. Si la personne ne vous fait pas confiance, il ne peut pas vous nommer Premier ministre. Tout à fait. Ça, on est d'accord. Oui. Maintenant, au-delà de cette relation, moi, je n'en sais pas trop. Je ne peux pas aller naviguer sur un terrain tellement caillateux. Donc, le point est là. Donc, c'est sur cette base-là que moi, je dis que le chef de l'État joue un coup, mais au-delà de ça, il faut quand même accorder de crédit par rapport à ce qui a été fait et faire une comparaison par rapport au futur également. C'est important. D'accord. À tout à l'heure. Justin Alani, merci. Merci pour ces analyses qui nous viennent de la capitale. Oui, alors, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, avec la primature de Sidemero Dogbe, quels sont les ministres, à votre avis, que vous pensez et qui ont tellement duré dans le gouvernement et qui ne sont pas nés ministres, qui peuvent aller se reposer? Quels sont les ministres que vous voulez voir? Ou bien quel type de ministres voulez-vous voir? Des ministres technocrates ou des ministres trop politiciens? Et d'abord, je dirais que la gestion de Mme Victoire Dogbe ne sera que la suite de ce qui se faisait depuis. Il n'y aura pas de changement. Comme vous le dites, aujourd'hui, au lendemain des élections de la conférence nationale souveraine, le Togo avait un gouvernement semi-présidentiel. Il y avait un premier ministre qui avait le pouvoir, à qui la Constitution a donné un peu de pouvoir, le président de la République aussi. Le président de la République étant mécontent, a tout chamboulé, et on a aujourd'hui un régime présidentiel carrément, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le Premier ministre reçoit les orientations du gouvernement de la part du président de la République. C'est lui qui fait les propositions, il soumet au président de la République, s'il dit, il nomme X ici, le chef de l'État n'est pas là, il prend le bic rouge, il barre. Donc, aujourd'hui, on sait, comme vous l'avez dit, c'est la même manière. Peut-être que cette même manière dont vous prédisez, le chef de l'État peut changer de fusil d'épaule. Et merci beaucoup. Et il faudrait qu'on voie d'abord ces réalisations, ce changement de la Constitution. Parce que le rôle du Premier ministre, et disons le Premier ministre est là comme, disons, une sorte de marionnette à la merci du président de la République. C'est ça, effectivement, ce que si c'est un régime parlementaire, le Premier ministre forme librement son gouvernement et le gouvernement rend compte, les ministres rendent compte au Premier ministre. Alors que c'est un régime présidentiel, alors en principe, dans un régime présidentiel, il y a un vice-président. En principe, il n'y a pas de Premier ministre. Mais le Togo a une constitution qu'on a forgée, qu'on a retoilettée et qui est devenue bancale. Donc le Premier ministre est là et en réalité, c'est le président qui décide de tout. C'est ce que Hungo n'a pas compris. Hungo avait suivi l'idée réelle d'un Premier ministre à qui on devait rendre compte. Bien, maintenant je me demande, pour pousser quelqu'un devant, il faut lui demander des comptes. Ce que Mme Sidemero a géré au niveau du développement à la base, qui lui a fait les comptes? Écoutez, si aujourd'hui, non, oui, attends, non, c'est moi qui je dois te relancer. Oui. Si aujourd'hui le chef de l'État a vu cette femme à l'œuvre au ministère du Développement à la base et renomme cette même femme ou nomme cette même femme à la primature, c'est que le chef de l'État lui-même l'a évalué, c'est que elle fait du bon travail. Et la preuve ici, on a eu des gens qui ont volé à la tête des ministères ou qui étaient directeurs et qui ont volé, qui sont nommés ministres. Ils ont volé au vu de tout le monde. Et les preuves ont été des preuves sorties, publiées. Ces mêmes gens ont été nommés comme ministres sous le président de la République. Ça ne veut pas dire que le président a vu qu'ils étaient de très bons voleurs. Non, c'est ça. Le président de la République, il peut ne pas toujours avoir les capacités d'évaluation qu'il faut. Il peut ne pas. C'est un homme comme moi.
et il peut avoir des jugements et de valeurs, disons, et désorientées. Il peut ne pas, disons, avoir l'idée concrète de ce que la personne est. Il peut aussi avoir des sentiments qui peuvent fausser son orientation. C'est un humain. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faudrait peut-être un audit pour évaluer la personne réellement et savoir ce qu'on lui a remis comme argent. Elle a pris tel milliard. Elle a fait quoi avec? Quels ont été les résultats? Et si on y va, on saura effectivement que ce qu'on nous montre là, ce n'est peut-être que feu de paille. En réalité, elle n'est pas la personne qu'il faut. Cependant, oui, tu n'as pas répondu à ma question, le temps s'en va. Quel type de gouvernement voudras-tu qu'elle forme aujourd'hui? Non, mais c'est ce que moi j'ai dit. Tu dis que c'est la suite logique de ce qui s'est passé. Ce gouvernement ne peut pas être un gouvernement, disons, extraordinaire, parce que c'est la tête qu'il faut voir. Si la tête ne change pas, mais comment on dit ça, Madame Sylvie Mereau n'ira pas chercher des ministres à l'extérieur du pays. Elle ne va pas chercher, il n'ira pas chercher des ministres qui ne vont pas être, disons, en accord avec le président de la République, ou bien des opposants à ce régime. Elle ira, elle suivra ce que le président a dit. D'accord. Je crois qu'il n'y a rien de nouveau, sauf au soleil, sauf peut-être celui qui a dirigé, qui était directeur pour les affaires de Covid là, c'est lui que moi je vois, le professeur Djibril qu'on pourrait récompenser en le nommant peut-être ministre de la Santé. Alors, Yves Akesson, on a des ministres, super ministres qui ne bougent jamais de leur fauteuil présidentiel et ministériel. On va les revoir encore ou bien on va dire peut-être merci à certains parce que même parmi eux, il y a des femmes ministres qui sont nos sœurs qui ont duré là-bas pendant très longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'améliorer, de dire, toi, tu as fait assez 10 ans à la tête du département ministériel, va, après tu pourras revenir, etc. etc. Vous saviez, au Togo, bon, on peut dire que rien de nouveau sous le soleil. Parce que il était une fois, il y avait un ministre des Affaires étrangères qui a été de l'UFC. Et lorsqu'il était là-bas, c'est le ministre l'ancien ministre qui donnait des ordres, qui était toujours dans son bureau. Ministre bis. Il était à la prison de la mais il était toujours, mais il a refusé de rentrer dans son bureau. C'est comme si c'est sa maison. Mais il était à la présidence. Mais lorsque celui-là veut quitter, veut faire certaines choses, il était là-bas et dirigeait le pas de celui-là. C'est comme si il y a certaines personnes qui sont les plus intelligentes du Togo. C'est ça ce que je dis chaque fois. Donc en clair, tu ne vois pas certains ministres quitter le gouvernement, d'autres venir. S'ils quittent, s'ils ont des amis, certains vont faire un jeu de chaises musicales. S'ils ont des amis corps habillés qui disent non, celui-là ne peut pas quitter, sinon si nous ne sommes pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Voilà. Donc, c'est pour cela il faut dire la vérité aux Togolais. Je me suis dit que s'il y a le Messi même qui vient au Togo, s'il n'a pas la main libre, il ne peut rien faire. Mais on peut dire, il pourra avoir des changements, que c'est une femme, elle pourra savoir comment parler avec le chef de l'État et avoir certains pouvoirs. Ça peut se faire. Mais si nous prions beaucoup, s'il y avait ces pouvoirs, elle peut faire peut-être beaucoup de choses. Mais nous croyons que l'habitude des Togolais, les corps habillés, les personnes qui se disent toujours ce pays nous appartient, s'ils sont là, lorsque cette femme va commencer par travailler et aura des résultats, mais dans la dictature, on n'aime pas celui qui est populaire plus que le chef de l'État. Peut-être il sera, on lui collera des scénarios, des intentions après. Pour la créer, on disait deuxième homme fort du Togo, on avait collé des choses. Parce que c'est l'histoire du Togo qui fait que nous avons peur. Même si on dit aujourd'hui que c'est un militaire qui est Premier ministre dans ce pays, on dirait que ce militaire a des bataillons pour donner des ordres.
c'est un militaire qu'on a envoyé là-bas, qui est barré du diplôme, mais qui ne peut jamais travailler parce qu'il ne peut pas travailler avec son arme tout seul. Il devait avoir des bâtons pour avoir... Et les recrutements, Justin l'avait dit, est-ce que les recrutements vont changer dans ce pays? Nous avons vu, même pour recruter des militaires, les gens transportent leurs frères dans le camion des militaires, ils redescendent à Zébé ici. Et c'est cette même personne qui viennent, et si nos frères viennent là-bas, on les soumet dans... On les signale quand même qu'ils sont recrutés à Ného. Voilà. Et si nos frères viennent là-bas avec leur diplôme, on les soumet à des petits jeux et puis les gens fuient. Donc c'est pour vous dire que le jeu n'est pas encore clair pour notre pays, mais nous prions beaucoup pour notre soeur Siréméo. Elle est très intelligente, mais nous croyons que si nous voulons que le Togo se développe, c'est nous tous. Il faudrait que ceux-là aussi qui ont la manette, qui ont le pouvoir de gérer ce pays, à main de maître, laisse la main libre, un peu la main libre à cette femme, elle fera beaucoup de choses. Oui. Alors, Félix Desavi, la jeune dame Johnson nommée à la place de Siréméo, justement, secrétaire général de la présidence, c'est le cerveau de la présidence, parce que le secrétaire général du ministère ou de la présidence, c'est le cerveau. C'est lui qui gère tous les dossiers. Ça veut dire quand même une grande confiance. Oui, mais comme à Blamba Johnson n'est pas sorti de nulle part. Elle travaille aussi à la présidence depuis. Elle était ministre déléguée du climat des affaires. Je dis, elle travaillait à la présidence. Elle était proche de la présidence. Ce n'est pas une femme, disons, qui est sortie ainsi. Et on ne travaille qu'avec ceux en qui on a confiance. On a vu Mme Tomega qui était à la fois directrice de la présidence et ministre. Mais c'est... Directrice du cabinet. C'était cumul de fonctions qu'on déplorait. Oui, c'est énorme. Et que comprendre de la nomination de Kankan Malik Nachaba, le fils de l'ancien président de l'Assemblée nationale, pendant longtemps ministre? Moi, je ne pense pas... Pareil que c'est un grand intellectuel. Je ne pense pas que c'est parce que ce monsieur est fils de l'ancien ministre Nachaba et qu'il est bon. Non, c'est pas a priori quoi. Oui, mais selon les indiscrétions, c'est un bon intellectuel, un bon technocrate. Non, mais c'est-à-dire, et nous avons aussi cette idée-là qu'il faut commencer par changer. Et nous avons l'impression que, excusez-moi, nous qui sommes du Sud, et particulièrement nous qui sommes dans les Nord, on pense que l'intelligence est à nous seuls, quoi. Et cette idée-là qui est restée dans le tête, c'est parce que l'Occident nous a découvert très tôt et il y a eu les premières écoles ici et les gens ont été, disons, ont fréquenté très tôt. Et ça l'a permis... Moi, je suis en partie d'accord avec toi. En partie, parce que s'il n'était pas le fils de Nachamba, il ne pourra pas accéder à ce poste rapidement comme il a fait. Non, mais tout jeune. Tout jeune, moi je me dis cela. Je crois qu'il est très intelligent. Je ne discute pas de son intelligence. Et parmi eux, il y a beaucoup d'intelligents comme lui. De sa compétence, je ne discute pas de cela. Voilà. C'est parce qu'il est fils de Nachamba qu'il a pu avoir la place rapidement. Oui, moi je dis ce que moi je dis. C'est-à-dire, moi, je dis... Le chef de l'État a beaucoup confiance en lui. Rappelez-vous, lors de la facilitation en 2017, il faisait partie de la délégation de la facilitation du côté de UNIR. Il prenait même la parole comme très jeune. Il représentait la jeunesse du parti UNIR. Rappelez-vous, lors de la présidentielle du 22 février dernier, c'était lui que le chef de l'État a envoyé pour le représenter, passer son discours de campagne à la télévision nationale. Moi, ce que je dis, ce sont les compétences. Mais il y a eu beaucoup de ministres sous, comment on dit ça, Alors, on va reprendre Justin en ligne. Justin et notre confrère Félix Anoumou de Savi, très futé cet après-midi, refuse de répondre à mes questions. Est-ce que tu voudrais voir certains ministres débarquer et d'autres arriver? Non, il y a un système politique qui est là. Tout à l'heure, je suivais également Félix qui traçait un peu l'histoire du Togo à partir des années 91, de la transition politique. Donc, on a mis en place l'organe transitoire, notamment, qui est chargé d'élaborer, de préparer la Constitution, le AC à l'époque, présidé par Monseigneur Boudreau. Et après la transition, qui est dirigée par M. Koufigo, et l'armée est sortie, s'est invitée encore dans le débat politique, comme dans les années 63, pour renverser la donne. Sur cette question, fondamentalement, je dis que depuis qu'on a eu l'échec de la transition démocratique, le jeu politique togolais a changé de camp. Il y a un système politique qui est là, et comme il est en train de le dire, il
c'est parce que l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre Nataba, n'a pas donné naissance à un fils qui s'appelle Mali, il ne peut pas très rapidement accéder à ce poste comme ça. Donc c'est un système qui est là, et le jeu se joue au niveau de la famille. Donc ne sois pas étonné que encore demain ou après-demain, vous allez recevoir encore beaucoup de têtes dans ce gouvernement. Et en dehors également de ça, il y a un autre élément qui est fondamental qu'on ne doit pas quand même perdre de vue, et que tout ce monde-là qui quitte la fonction ministérielle, ce monde-là devient rapidement conseiller du chef de l'État à la présidence. Ils sont tous là. Les ministres des Mondi, encore députés aujourd'hui, ils sont pleins là. Je le connais. Donc ça voudrait dire quoi? Tout ce monde-là que vous n'allez pas voir dans le gouvernement prochain, mais seront très rapidement devenus encore le conseil du chef de l'État. Donc ça dit que c'est un milieu qui est là. Moi, je m'attendais à ce poste de Premier ministre, un corps habillé militaire général, un colonel. Et là, on saura que finalement, nous sommes dans un régime militaro-civil. Donc le chef de l'État est civil, le poste de Premier ministre est occupé par un corps habillé militaire, parce que les militaires ont toujours le mot à dire dans le jeu politique togolais. Maintenant, l'autre information que j'aimerais également vous donner est que nous apprenons dans les coulisses que certains opposants sont prêts aujourd'hui à rentrer dans le gouvernement parce que certains estiment qu'ils sont fatigués. Parce que vous n'êtes pas non plus sans savoir que dans les mois à venir, le gouvernement annonce déjà son intention d'organiser les élections régionales. Donc nous avons des informations à partir de ce moment-là. Donc rentrer dans le gouvernement, faire en sorte que nos éléments, nos militants soient encore élus au niveau de ce gouvernement, soient élus au niveau de cette élection-là, ça serait encore une très grande chose. Donc, ce sont les discours que moi j'ai dit. En dehors de tout ça, je crois que ce poste qui est occupé aujourd'hui par rapport à la comptabilité, par rapport à ce qui a été fait, revient également repose également un autre problématique. Un autre problème, c'est par rapport d'abord au quatrième mandat, moi, qui est très important, il ne faut pas quand même l'oublier, et par rapport également à la gestion qui sera faite du Togo dans les prochaines années à venir, et par rapport également aux contestations auxquelles nous assistons ces derniers temps dans le pays, notamment l'annonce d'un grand meeting le 4 prochain par la dynamique Montpellier-Bodrou, à la veille même de la célébration du soulèvement populaire du 5 octobre, 30 ans déjà. Vous voyez que c'est beaucoup, 30 ans de combat, 30 ans de lutte acharnée du peuple togolais qui a toujours répondu. Et que 30 ans après, on n'a pas connu la tenance politique et une famille est toujours encore au pouvoir pour un quatrième mandat. Vous voyez que déjà il y a une problématique qui est là, il va falloir également réfléchir là-dessus. Merci Justin Anani. Alors je crois que le combat 30 ans, oui, par moment, nous avons fléchi, on est tombé, on doit se relever. Je crois que c'est une façon également pour l'opposition de faire son autocritique pour voir là où elle a failli et pour améliorer, n'est-ce pas, Félix Salomon de sa vie? Oui, moi je dis 30 ans, c'est énorme. Et c'est ça qui fatigue une partie, disons, des jeunes devenus adultes maintenant. Et des jeunes qui ont commencé la lutte il y a 30 ans sont dans la cinquantaine, soixantaine. Oui. Et c'est déjà... Ils sont devenus des vieux. Ils sont devenus des vieux. Et c'est pour cela que certains veulent changer de camp. Ou bien, disons, collaborer avec le régime. Préparer les vieux jours. Préparer les vieux jours pour avoir une place au soleil. C'est ça, je crois que certains sont prêts à réaliser. Comme aussi Justin le disait, et il y aura bientôt des élections régionales. Et ces régionales, les gens se disent, je peux placer mes pions quelque part, et si je n'y vais pas, alors je serai, disons, j'aurais tout perdu. Est-ce qu'aujourd'hui, on vit dans une situation, Yves Akesson, comme mi-figue, mi-raisin, on n'a plus pratiquement d'opposition au Togo? Oui, il y a d'opposition au Togo. C'est vrai? Parce qu'il y a des hommes intègres au Togo. C'est parce que nous ne les considérons pas. Les Togolais ont toujours voulu que c'est les enfants des indépendantistes qui soient présidents de ce pays, comme Jikris Olympio. Et après, l'ossature, c'est Fabre et autres là. C'est ce que les Togolais ont pensé, alors qu'il y a des personnes présidentiables au Togo qui ne sont pas issues de ces rangs, qui ne sont pas même de ces coalitions, s'il faut le dire, des indépendantistes. Mais aujourd'hui, c'est le constat que nous faisons sur le terrain, c'est que les Togolais ont toujours à l'idée que c'est celui-là qui devait être notre président. Est-ce qu'il a les capacités? Est-ce qu'il a la chance d'y aller? Parce que en tant qu'homme politique, il faudrait calculer les opportunités qui s'offrent à vous. Depuis Edem Kodjo jusqu'à l'autre là, à Bromé, en passant par Tipi Achada.
Je crois que les Togolais ont raté beaucoup de choses, surtout les politiciens, parce que c'est le travail. Les leaders, c'est leur travail de faire des calculs, des opportunités, il faut les saisir, mais ils n'ont pas saisi cela parce qu'ils pensent toujours, il y a l'égocentrisme dans notre opposition, mais il y a toujours des hommes intègres qui sont très honnêtes, qui veulent participer au développement de ce pays. Et qui pensent donc au bonheur de ce peuple. Ils ne sont pas comme les Ivoiriens et autres là, ils ne sont pas, parce que ceux-là, lorsqu'ils veulent le pouvoir, ils cherchent des armes pour équilibrer la force, mais au Togo, nous n'avons pas cette culture. C'est pour cela que nous disons toujours que nous accusons l'opposition qui ne sont pas capables de faire quelque chose. Même si vous êtes un bon calculateur, vous n'avez pas de calculatrice, vous allez rater un jour. Ils n'ont pas la force. C'est pour cela, des fois, nous les accusons. Il y a certains qui sont des opportunistes. Il y a des hommes d'affaires au niveau de la politique aussi qui font la transhumance ou bien qui vont un peu partout pour chercher leur bien. On les connaît. Donc aujourd'hui, si certains politiciens de l'opposition rentrent dans ce gouvernement de notre compatriote Victoire Sidemero Doubé, personne ne peut crier gare. Non, personne ne peut crier gare parce que je vous assure que si vous avez créé un parti politique, vous avez des objectifs. Tout à fait. Si l'objectif de celui-là qui a créé son parti politique, c'est d'aller aider le gouvernement à aller loin, et s'il a la main libre, on a vu certains partis qui s'empressaient de féliciter. Nous savions déjà que, comme l'a dit Félix Anmou de Savi, notre constitution ne donne pas le pouvoir aux ministres de faire des décisions. Ils seront dans le courant des décisions du chef de l'État. Et ce n'est pas seulement au Togo seul, c'est pareil en Côte d'Ivoire. Ils seront là pour gagner de l'argent, on ne sait pas. On a 10 minutes, je voudrais qu'on aille en Côte d'Ivoire, à moins que Félix Anmou de Savi n'ait quelque chose à ajouter sur le sujet Togo, pour dire quand même qu'il a aboyé le président Ouattara du côté vers le Mali, mais chez lui à la maison, ça brûle, ça continue de brûler, et des déclarations fortes qui ont été faite par le jeune Guillaume Soro qui dit que lui sera le prochain président ivoirien. Ça veut dire quand même qu'il est en train d'enflammer encore dans la tête des jeunes ivoiriens la flamme de la violence. Et moi je crois que ce qui se passe en Côte d'Ivoire va s'aggraver à la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire après les élections. Alors, comment comprendre qu'une si grande personnalité, fonctionnaire international, il a travaillé dans l'institution onusienne, tu as été président pendant 10 ans, et que le président Ouattara ne puisse pas vouloir sortir par la grande porte? Et c'est parce que vous ne connaissez pas Ouattara. J'avais dit dans cette salle que Ouattara, ce qu'il a dans la tête, c'est ce qu'il réalise. Il a toujours été ainsi. Et il va le faire. Il va le faire. Même si le pays doit brûler. Je dis, signé, vous allez voir. Il ira organiser les élections, il y aura des problèmes. Et à la fin, ceux dont il a peur, ce sont les com-zones, c'est-à-dire les commandants qui dirigeaient la rébellion avant. Oui. Tout ce moment-là a été acheté. Oui. Il a été acheté parce que la Côte d'Ivoire est un pays très riche et on les a achetés à coût de millions. Maintenant, ces gens-là ne sont plus aptes à prendre les armes. Ce qui va se passer là-bas, ça va être une guerre ethnique. Ça va plus être une rébellion nord contre sud, mais ça va se faire entre Bété et peut-être Dioula, entre et c'est ça qui a commencé à Djoukoué, parce que là, ils se sont attaqués entre ethnies. C'est tout va se passer. Regarde, j'ai dit, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être un problème ethnique. Les ethnies vont s'affronter à travers, disons, personnes interposées, ou bien ce sont les leaders qui vont animer cette sauvagerie ethnique qui va se dérouler. D'accord. Alors, Yves Cresson, celui qui a alimenté justement ces commandants de zone dont parle Félix Anmou de Savi, c'est justement le grand patron Guillaume Soro. Et lui, il croit encore Dieu comme fer que si ces gens-là ont été achetés, il a encore d'autres secrets, d'autres armes derrière pour pouvoir combattre. Et il continue d'effrayer quand même. À chaque sortie, le président tremble, parce que moi j'ai suivi Ouattara sur une chaîne de télévision avant-hier parler couramment, expliquer ce qui se passe, etc. Et lorsque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne des décisions qu'il refuse, c'était incompréhensible parce que lui-même donnait des exemples aux gens. Non, mais vous saviez, c'est que
lorsque Guillaume Soro, il était dans la FESI, c'était un étudiant, il avait 34 ans lorsque Dominique de Villepin s'est entretenu avec lui. Il y avait déjà Thiers Foisier, Branchard et autres personnes qui avaient les armes à la main, mais c'est ce petit qui avait dirigé cette guerre, cette sécession du Nord. Qu'est-ce que ça fait? Ça donnait comme image. Dominique de Villepin, avec la France, ont donné le pouvoir à ce petit. Ils ont montré comment est-ce qu'on peut faire la guerre et comment est-ce qu'on peut réaliser les efforts de guerre. C'est-à-dire chercher des mercenaires un peu partout et faire la guerre. Donc c'est ça ce qui s'est passé. Gbagbo était étouffé. Ils ont créé des zones de guerre et autres là. Mais actuellement, ce que nous constatons, ce jeune homme est maintenant dans la main de ces Français. Il les voit quand il veut, il les consulte quand il veut. S'il part ainsi, donc Ouattara doit trembler parce que Ouattara n'est pas 100% sûr de sa situation. Parce qu'il a encore... Tout à fait. C'est que le Ouattara a peur de ses lendemains aussi. Oui, bien sûr, parce que le nord de ce pays, c'est Ouattara et Doula. Mais le grand regroupement des Wébé, Gourou, des Agni et autres là, les Akans, mais c'est des personnes, déjà à Beaunois, ça a commencé. Donc, avec certaines personnes, je crois que c'est un pays qui sera très difficile à gérer. Mais Ouattara, comme l'a dit Félix Salomou de Savy, Félix Salomou de Savy nous a prédit lorsqu'il y avait guerre. Moi, je comptais sur Ouattara, qui fera quelque chose de bien. Vous permettez que nous reprenions Justin Nani. Alors, Justin. Oui. La Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire. C'est intéressant la situation de la Côte d'Ivoire. Le donneur de leçons se trouve dans de beaux draps. Oui. C'est vraiment. J'aimerais placer peut-être un mot sur ce que vous avez dit concernant l'opposition togolaise aujourd'hui. Il y a certains partis politiques qui ont déjà signé leur arrêt de mort. Donc, n'en parlons pas. Je pense qu'on aura deux occasions pour révéler sur deux informations. Mais pour ce qui ces aides d'État qui ont aidé le président togolais et à briguer le 4e mandat. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les dernières périodes, notamment en 2017-2018 avec le mouvement populaire au Togo. Et finalement, ça n'a pas abouti à de solutions, c'est pas concret par rapport à ce que voulait la majorité des Togolais. Donc, quand vous voyez le monde qui était sorti à l'époque. Donc le chef de l'État togolais est en train de faire le 4e mandat. Ça, je le dis, je le répète. Ça voudrait dire... Aïe, nous avons perdu Justin Nani dans ses commentaires, dans son analyse. Je crois que ce n'est que partie remise. Nous reviendrons mercredi prochain sûrement sur le sujet. Juste pour ajouter un mot à ce que vient de dire Yves Akwesson. Et vous savez... Nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, le problème c'est quoi? Et puis il y a la Guinée là-bas également, où ça boue. Oui, il y a celui qui fait peur, ceux qui font peur à Ouattara et qui peuvent mobiliser la population. Derrière eux, il y a deux personnes. Il y a Guillaume Soro et puis il y a Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Et il y a Laurent Gbagbo. Bédié est fatigué. Oui, c'est que Bédié, c'est pour narguer Ouattara qu'il dit qu'il est candidat. Oui, sinon il est fatigué, à peine il marche. 86 ans. Mieux, il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande la réintégration sur la liste électorale de Laurent Gbagbo. Et ça fait trembler. Il ne le fera Ouattara. jamais. Pourquoi? C'est pour cela que je parlais. Il faut quand même dire la vérité. Non, mais il n'y a pas de vérité là. La vérité, c'est ce que Ouattara dit en Côte d'Ivoire qui est la vérité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il sait que si jamais Gbagbo mettait pied en Côte d'Ivoire, il est foutu. Ouattara... On ne va pas le tuer, hein. C'est que la population même va voter pour. La population. La preuve, Guillaume Soro disait qu'il n'avait pas été élu. Oui. Il n'avait que 32%, dit-il. Oui. Et Gbagbo a vraiment encore une popularité énorme en Côte d'Ivoire. Et dans toute l'Afrique. Et maintenant, ce Gbagbo-là, il a tout fait pour l'écarter. Il a tout fait pour aussi écarter. Guillaume Soro aussi peut faire à peu près... mais il est moins populaire que Gbagbo. Maintenant, il a écarté les deux. La population est frustrée. La population n'a pas quelqu'un derrière... Une bonne boussole aujourd'hui. Une boussole. Et c'est pour ça que je disais que ça va être un problème ethnique qui va se gérer. Mais Ouattara est sûr, quand il parlait du Nord actuellement, mais le Nord est contrôlé par, comment on dit ça, le Premier ministre.
le Premier ministre Bakayoko. Et entre Bakayoko et Ouattara, ce n'est pas le vrai amour non plus. Non, Bakayoko n'a pas intérêt à ne pas s'allier derrière Ouattara. Sinon, il sera arrêté comme Guillaume Soro. Mais Bakayoko aussi, il s'est enrichi. Vous savez que Bakayoko a commencé comme journaliste. Oui, animateur sur Radio Nostalgie. Et actuellement, il est multimilliardaire. En Abyssinie, c'est la Côte d'Azur de la Côte d'Ivoire, mais il a des ranchs, il a des maisons énormes. C'est la crème de la crème. Ils ont tout fait pour lui. Il a sa propre télévision. Comment? On l'accuse de dealer de drogue. Hein. Non, mais ça là, on a fait de preuves. Oui. Justement, c'est les images que Ouattara a voulu montrer de lui pour qu'il ne soit pas peut-être remplacé par le feu Gon Coulibaly. Non, ce que moi j'ai dit. Parce que j'ai voulu donner le pouvoir à la nouvelle génération. Gon Coulibaly meurt, il n'y a plus de nouvelle génération en fait. Oui, ça dit, le fait même de Gon Coulibaly, entre lui, qui est aussi du Nord, et Bakayoko, mais c'était pas facile, hein. C'était pas facile, c'était la guerre, dans la guerre, sur le plan physique, spirituel, sur le plan, disons, mystique, sur tous les plans populaires, c'était la guerre entre Gon Coulibaly et Ibrahim Bakayoko. Donc c'est ça. Mais en Guinée, nous avons 2 minutes. En Guinée, d'un côté, c'est Cellou Dalein Diallo qui, curieusement, a fait exactement comme le président Macky Sall l'a fait au temps de Abdoulaye Wade qui voulait un 3e mandat. Les opposants étaient donc en discussion. On battait le pavé. Lui, il a pris ses armes. Il va à la campagne. Cellou Dalein Diallo va à la campagne pendant que les autres organisations de l'opposition disent il faut arrêter ça, sinon, quoi qu'il arrive, Alpha Condé va gagner. Non, mais c'est la conviction de certaines de nos oppositions qui n'ont pas d'armes, hein, ça il faut le dire, parce que ce qui se passe au niveau de la Guinée, le gars a l'armée sous sa main, et puis il a créé l'ethnocentrisme un peu partout dans le pays, même dans les quartiers de Conakry, c'est pas facile. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a aussi des milices légalisées dans ce pays, donc ça serait très difficile pour Dalein Diallo de faire des scores réels dans ce pays. Oui, moi j'ai dit, l'opposant Diallo, il a commis une grosse erreur. En quel sens? Il a dit, n'allez pas voter cette constitution. C'est comme si il allait contre sa propre personne. C'est-à-dire, il ne faut pas se déjuger. Tu es avec ou tu n'es pas. Hein? C'est ce que l'opposition togolaise a voulu faire pour dire, et la CEDEAO dit de ne pas aller nous faire inscrire, n'y allez pas. Maintenant, elle ne peut pas dire à la dernière minute, allez-y encore. Donc c'est la même chose, et l'histoire dira s'il avait raison ou non. C'est ce que moi je pense, mais en homme politique, on ne peut pas dire à la fois une chose et son contraire, quoi. Voilà, chers confrères, merci infiniment d'être venus encore une fois dans cette émission, le cercle des journalistes. Moi, c'est un dernier mot quand même à l'adresse de nos frères populations des lacs et principalement des populations des communes lac 3 à Boudrafort et lac 2 à Clacou. Je crois qu'il n'est pas donc important de vouloir à tout prix défier l'autorité dès lors qu'on dit respectons les mesures barrières, même si vous avez les autorisations pour les manifestations, respectez les mesures prises par vos maires des communes qui vous disent allez organiser les manifestations dans le strict respect des mesures barrières, parce que quand ça déchante, quand on enregistre des blessés, des morts, c'est le peuple togolais qui perd. Philippe Saville. Merci beaucoup. Je crois que les mesures barrières sont importantes. On a vu ce qui s'est passé au nord du pays, quand les gens n'ont pas voulu respecter les mesures barrières. Et heureusement qu'au niveau de la NERO, et Genchogan a pris ses responsabilités et il a dit on ne fait pas. Et je crois que ça a donné raison. Respectons toujours. Merci Yves Akesson. Condoléances aux familles éplorées et nous disons que compassion blessée et que nous respectons les gestes barrières. Yves Akesson, Félix de Savy, Justin Nani en ligne. Malheureusement, on n'a pas pu avoir notre sportif de la maison de l'Haïti en ligne aujourd'hui, Tony Marcel. Félix, voilà, de là appelle très tard. Alors, comme Christophe, merci à vous tous. Rediffusion à partir de 22.